Non, on va peut-être pas trop tarder. Non, je propose qu'on commence, parce que le programme est chargé. Alors, juste 2 mots pour me présenter, parce que je vais faire l'animation de la matinée jusqu'à la table ronde, non incluse. Donc, je m'appelle Pascal Mélenchenin, je suis professeur associé à l'université Gustave Eiffel et j'enseigne notamment au Master 2 qui organise ce colloque aujourd'hui, qui est une première pour l'université Gustave Eiffel et pour le Master en particulier. Et donc, je laisse ma collègue Ingrid Fassauer vous dire quelques mots d'accueil. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu prestigieux pour la première conférence organisée par le Master Santé, Médico-Social et Parcours de Santé de l'Université Gustave Eiffel. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce Master est basé à Marne-la-Vallée, à Val d'Europe plus précisément. Il forme des futurs cadres supérieurs de santé à l'hôpital, mais aussi des responsables de fonctions support dans les cliniques, comme des responsables qualité ou des responsables ressources humaines, des dirigeants ou dirigeantes, plutôt des dirigeantes d'ailleurs, parce qu'on a plus de filles que de garçons, d'établissements médico-sociaux, ou encore des chargés de mission ou des chefs de projet. Alors, sa principale particularité, c'est de se dérouler en alternance. C'est-à-dire que les étudiants sont 1 semaine à l'université et 2 semaines dans leurs organisations, en poste, avec des responsabilités. Donc, certains sont plus jeunes, apprentis, et d'autres plus expérimentés, en fait, viennent au titre de la formation continue. Donc, c'est pour vous situer un petit peu où on est. Donc, pour la première année, nous organisons une conférence. Alors, non seulement pour nos étudiants, on a quand même l'habitude de faire intervenir des intervenants extérieurs, mais on a décidé de l'ouvrir aussi à un public extérieur et aux professionnels de santé. Alors, nous avons choisi pour thème la cybersécurité. En fait, ce n'est pas un hasard, évidemment, puisque depuis quelques années, et notamment la stratégie nationale Ma Santé 2022, la numérisation des services de santé s'accélère. Donc on attend beaucoup de choses. C'est une promesse d'efficience, d'efficacité. C'est une promesse aussi pour de nouvelles coordinations, une meilleure prise en charge, des facilités de diagnostic. Mais en fait, comme toute médaille, elle a son revers aussi. Et cette numérisation accélérée, en fait, rend aussi le système de santé beaucoup plus vulnérable, que ce soit aux cyberattaques ou aux violations de données. Or, une cyberattaque peut avoir des conséquences désastreuses sur la prise en charge du patient. Des données détournées peuvent être utilisées à mauvais escient et mettre en péril aussi la vie personnelle. Donc tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient en établissement, en ville, mais nous tous aussi, en tant que citoyens, nous sommes concernés par ce problème. Donc ces problématiques sont traitées depuis longtemps dans notre master, notamment grâce à notre expert en système d'information, monsieur Jean-François Gauguelin, que certains d'entre vous connaissent. Il nous a cependant semblé intéressant d'approfondir le sujet en prenant en compte ces différentes dimensions. Et donc on va d'abord l'aborder sous l'angle des politiques publiques. Ce sera l'objet des interventions de madame Charlotte Drapeau, de monsieur Jean-Baptiste Lapéry, de monsieur Patrice Bijard, de monsieur Michel Roux. Nous verrons aussi que la prévention est possible. Donc madame Oriane Lemel nous présentera une initiative originale. Et enfin, donc en deuxième partie, après une pause, je vous rassure, il y aura une petite pause entre les interventions. Donc nous aurons le point de vue des établissements à travers les représentants de leur fédération, mais également le point de vue des usagers, des entreprises du numérique et bien sûr celui de l'université. Donc nous espérons que la richesse des échanges nous permettra collectivement de trouver des pistes de solutions qui seront ensuite portées par les formations, dans les établissements ou tout simplement dans nos pratiques quotidiennes. Donc avant de laisser la parole à la première intervenante, madame Charlotte Drapeau, je tiens à remercier mes 2 collègues, donc Pascal Mélenchenin, qui est déjà intervenu, et monsieur Jean-François Gauguelin, qui ont rendu possible cette conférence, qui ont su convaincre des intervenants prestigieux de partager leurs compétences.
Je souhaite aussi remercier les étudiants du master qui ont tous contribué au site internet de la conférence. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller le consulter. Il y a déjà beaucoup d'éléments intéressants. Vous verrez que nos étudiants savent faire preuve aussi de créativité pour faire passer les messages. Et il y aura encore du contenu plus intéressant d'ici quelques jours, puisque nous ferons évidemment un compte-rendu de ces débats. Et parmi les étudiants, je tiens à remercier plus spécialement, alors certains ne sont pas dans la salle parce qu'ils sont justement en train de s'occuper des tâches diverses et variées, des tâches logistiques. Donc Déborah, Louise, Justine, Élodie et Antonin, qui se sont beaucoup investis dans la communication et la logistique. Voilà, je vous remercie et donc je laisse la parole à Madame Drapeau. Alors, juste pour vous dire que aussi on communique sur les réseaux sociaux à propos de la réunion. Et donc, on a remis aux intervenants des autorisations de droit à l'image. Si certains souhaitent ne pas apparaître à l'image, ils peuvent se manifester effectivement pour cela. Alors, Charlotte Drapeau, donc, vous représentez l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et c'est vous qui avez l'honneur de démarrer cette matinée. Donc, on avait un temps de parole jusqu'à 9h30. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Donc, je me présente rapidement, je suis Charlotte Drapeau, je suis chef du bureau santé à l'ANSSI, donc à la sous-direction de la stratégie. On n'est pas très loin, on est basé aux Invalides. Et dans notre bureau, on accompagne l'écosystème santé sur les enjeux de cybersécurité et en particulier les établissements de santé, la sphère sociale et les industries pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, je vais faire un tour d'horizon du secteur et en particulier sur l'état de la menace cybersécurité en France actuellement. Je vais vous présenter rapidement l'ANSSI pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc l'ANSSI est une autorité nationale qui est en matière de défense et de sécurité des systèmes d'information, qui est rattachée au secrétaire général de défense et de sécurité nationale, et donc en lien avec le cabinet du Premier ministre. Quelles sont nos missions et nos publics visés? Donc, notre cœur de cible est en particulier les administrations de la fonction publique, les opérateurs d'importance vitale qu'on appelle OIV et opérateurs de services essentiels qu'on appelle OSE. Ce sont des opérateurs qui sont critiques pour la nation et qui sont soumis à une réglementation. Donc, on y reviendra par la suite. Et puis après, par extension, toutes les autres entreprises et les particuliers. Nos missions sont de trois grandes catégories. La première, la prévention et la protection, notamment au travers de l'accompagnement de la conformité aux réglementations, donc la loi de programmation militaire, LPM, et la directive européenne Nice, qui a été transposée en droit français, entre autres, qui s'appliquent donc à ces opérateurs et qui doivent appliquer des mesures de sécurité pour se protéger. On peut également être amené à participer à des exercices de gestion de crise, par exemple. Une autre catégorie est la défense, donc au travers de la réalisation d'audits, de dispositifs de détection et aussi de réponse à incident. C'est-à-dire quand il y a un incident, on dispose d'un centre qui est opérationnel en 24/7 et qui peut répondre aux victimes qui subissent un incident. Et puis enfin, la formation et la sensibilisation. Donc on dispose d'un centre de formation qui s'appelle le CFSSI, et puis d'un certain nombre de dispositifs pour pouvoir former et aider à la montée en compétences en matière de cybersécurité. Vous retrouvez sur le site de l'ANSSI un certain nombre d'outils, donc je vous invite vivement à le consulter. Il y a beaucoup de documents en source ouverte. Il y a également, on va le voir par la suite, le site du CERT-FR, donc le centre de réponse justement aux incidents de sécurité, qui est le centre national.
Sur ces outils, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissaient intéressants, notamment pour le secteur. Il y a 3 guides actuellement de publiés et certains très récemment publiés sur la gestion de crise. La communication de crise et également l'organisation d'exercices de crise. Donc, ils s'appliquent, ils ne sont pas dédiés au secteur de la santé. En revanche, ils peuvent être appliqués à tous les secteurs de manière très abordable. Et donc, voilà, vous retrouvez dans ces guides, plus de manière générale, soit des retours d'expérience, des fiches pratiques, des fiches réflexes, etc. Donc, c'est une aide précieuse qui peut très bien alimenter votre documentation en interne au sein d'un établissement. Également le guide d'hygiène informatique, où là, ça reprend les grandes règles d'hygiène en matière de cybersécurité. Un guide sur les attaques par rançongiciel. Alors pourquoi ce choix? Puisqu'en fait, on va le voir dans l'état de la menace. Les attaques par rançongiciel représentent la principale menace actuelle sur les secteurs, mais pas que, également sur d'autres secteurs, et en particulier depuis 2019. Je vous invite à consulter les autres ressources comme la SecNum Academy qui dispose d'un MOOC en ligne, d'une petite formation en ligne, le site de cybermalveillance si certains ne connaissent pas. En particulier, ça peut vous être utile aussi à titre personnel. Et puis le site de Cyberveille, donc, qui est le centre de réponse du ministère de la Santé en cas d'incident en particulier. Dans le cadre des tensions actuelles internationales, l'ANSSI a publié 5 grandes mesures indispensables et prioritaires à mettre en œuvre pour se protéger. Donc j'en ai profité pour vous les rappeler. Et il y a également, elles sont issues du bulletin de notre centre, donc du CERT-FR, qui est publié en ligne. Donc je vous ai mis le lien, qui est mis à jour régulièrement en fonction de l'actualité. Donc quelles sont ces 5 mesures? La première, c'est renforcer l'authentification sur les systèmes d'information, c'est-à-dire comment on accède au système. La deuxième, c'est sauvegarder en hors ligne les données et les applications critiques. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand il y a un rançongiciel ou qu'il y a une attaque, si vos systèmes sont indisponibles, mais que vous disposez de sauvegardes qui sont à part et séparées et préservées, ça vous permet de pouvoir les restaurer et donc de les rendre accessibles à nouveau et de remettre en état les systèmes. Accroître la supervision de sécurité, il s'agit là de faire de la détection, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est attaqué, puisque parfois un attaquant reste longtemps sur le système avant que l'entité victime s'en rende compte. Et enfin, établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité, autrement dit, qu'est-ce qui est indispensable pour l'organisation et pour les métiers pour pouvoir continuer à travailler. Par exemple, pour les urgences, on peut avoir le dossier patient des urgences. Pour la direction financière, on va avoir le système de facturation, etc., etc. Et ça, de manière priorisée pour avoir l'essentiel. Et la dernière, donc c'est en lien, puisqu'on parle de continuité d'activité, c'est-à-dire comment est-ce que l'activité de l'organisation est résiliente dans le temps et résiste aux attaques qu'elle subit. Il s'agit de s'assurer de l'existence d'un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque. C'est-à-dire que le personnel et les agents savent quoi faire en cas d'attaque, savent alerter, savent déclencher des procédures dégradées, ce qu'on appelle procédures dégradées, c'est-à-dire ça peut être des procédures papier. Typiquement, au bureau des entrées, ils ont pour habitude d'imprimer des étiquettes. Là, on va passer en étiquette manuscrite. Ça, c'est une procédure dégradée. Et donc, si les usagers du système d'information et le personnel sait quoi faire et est entraîné, ça sera toujours plus facile en cas d'attaque. Donc les ressources du CERT-FR, je vous les ai rappelées avec le bulletin, le top 10 des vulnérabilités et puis une fiche pratique sur comment réagir en cas d'attaque. Donc je vous invite à la consulter, c'est très utile. Et ça peut également alimenter votre documentation interne. Quelques conseils sur les déplacements professionnels, ça me semble utile et d'autant que vous serez peut-être amené à vous déplacer avec, par exemple, vos équipements connectés informatiques, portables ou téléphone portable, mobile ou ordinateur. Donc je vous ai rappelé le guide de bonne pratique sur cette slide.
Le secteur de la santé maintenant. Donc, on a parlé de l'ANSSI, on va parler du secteur de la santé. Quelles sont les caractéristiques du secteur? Alors, c'est un secteur qui est caractérisé par une atomicité et une hétérogénéité des acteurs qui y opèrent. Effectivement, c'est très vaste. On a parlé des hôpitaux, on a également le médico-social, on a les professionnels libéraux. Donc, ça représente une multitude d'acteurs qui viennent se connecter ou qui peuvent utiliser le numérique dans leurs usages. Le secteur de la santé, il est caractérisé par le fait qu'il peut y avoir des impacts pouvant aller jusqu'à la perte de vie humaine. Puisqu'effectivement, lorsqu'on soigne des patients et que le système prend en charge, supporte cette prise en charge de patients, il peut y avoir des pertes de vie humaine. Voilà, une répartition géographique. Effectivement, on n'est pas sur une seule ville ou un seul territoire, mais bien sur l'ensemble du territoire national, y compris à l'outre-mer. De fortes contraintes normatives et réglementaires, puisque le secteur, pas seulement en matière de cybersécurité, mais est très fortement contraint en matière de normes et de réglementation. Une hospitalisation complète qui se dirige vers une prise en charge en ambulatoire de plus en plus, avec des nouvelles technologies qui vont transformer les pratiques des professionnels de santé. On pense aux opérations qui sont assistées par ordinateur, les dispositifs médicaux implantables, etc., etc., les systèmes d'information, on le verra par la suite, qui viennent aider à la gestion de crises sanitaires, par exemple. Et donc ça représente un intérêt croissant pour les cyberattaques, et en particulier sur ce qu'on appelle les systèmes industriels. Donc c'est un certain type de système. On a les systèmes d'information que vous connaissez sous le format bureautique, mais également des systèmes industriels, c'est tout simplement d'autres protocoles, comme par exemple le contrôle d'accès, les dispositifs biomédicaux, donc par exemple un IRM, on parlait des dispositifs médicaux implantables, ça peut être sur un certain type de protocole, etc. Et ça, il y a un intérêt croissant. Pourquoi? Puisqu'en fait, les systèmes industriels vont avoir un impact direct dans le monde réel, c'est-à-dire sur les biens et les personnes. On comprend bien que si on attaque un IRM, c'est un petit peu différent que si on attaque une base de données patients administratives, par exemple, en termes d'impact. Le secteur, il a été fortement marqué, mais ça, je n'ai pas besoin de le rappeler, par la gestion de la crise Covid. Et puis, une concentration d'établissements de santé. On pense au GHT, au groupement hospitalier de territoire, par exemple, ou aux fusions d'établissements. Quels sont les enjeux majeurs du secteur? Je vais aller assez vite puisque j'imagine que vous les connaissez par cœur. Généraliser l'usage du numérique, maintenir la qualité de la prise en charge. Autrement dit, des enjeux structurels, mais on a également des enjeux conjoncturels liés à la pandémie pour assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays, faire progresser la recherche scientifique et garantir le respect des mesures sanitaires pour par la réponse numérique. On pense par exemple à l'application Tous Anti-Covid, qui est une application qui a été développée dans le cadre de la réponse à la pandémie. Les vulnérabilités du secteur, alors ce sont des systèmes qui sont construits avec une priorité donnée à la disponibilité au détriment de la sécurité, alors pas forcément de manière intentionnelle, tout simplement puisqu'on a besoin des systèmes et qu'ils soient disponibles en permanence pour pouvoir soigner les gens. Et donc ça, c'est une des vulnérabilités puisque il faut que ça soit disponible. Il y a un critère de sécurité qui doit être disponible en permanence. Une multitude d'acteurs sans lien hiérarchique et qui sont interconnectés par des systèmes qui sont hétérogènes et donc avec des niveaux de sécurité qui peuvent varier et qui peuvent différer. On pense par exemple dans un centre hospitalier universitaire, on va avoir la partie universitaire, on va avoir la partie recherche, on a des praticiens, des cadres de santé avec des profils différents qui viennent s'interconnecter à ces systèmes-là. Et donc, il y a une multitude d'acteurs qui peuvent représenter une vulnérabilité puisque du fait que ce soit très fortement interconnecté, ça représente des portes d'entrée au système et donc potentiellement à des attaquants malveillants.
Une réticence des acteurs vis-à-vis des règles de sécurité qui sont vécues comme des freins à la délivrance des soins. Effectivement, lorsqu'on est en train de soigner quelqu'un et d'administrer des soins, qu'on passe d'une chambre à l'autre, si on doit saisir son mot de passe à chaque fois qu'on laisse le chariot en dehors de la chambre, ça peut être une contrainte. Et donc, les mesures de sécurité peuvent être vécues comme des contraintes. Et donc ça, c'est un des challenges de la sécurité, c'est de faciliter l'usage malgré les mesures de sécurité. Des données de grande valeur, effectivement, là on parle de données à caractère personnel, des données patients, des données médicales, également des données de recherche, on en a encore peu parlé dans les exemples, mais l'industrie pharmaceutique, et en particulier dans un contexte de pandémie, dispose de secrets industriels, et il y a une compétition internationale qui peuvent du coup attirer certaines attaques, certains attaquants pour récupérer ces données. Des équipements et des dispositifs médicaux dont le maintien en conditions de sécurité n'est plus assuré par le constructeur, puisque ce sont des dispositifs qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et donc parfois continuent de fonctionner avec des systèmes qui sont obsolètes mais qui sont maintenus dans les établissements ou qui continuent à être utilisés. Une réputation du bon client pour les ransomware, donc les rançongiciels, issus du comportement des cliniques américaines. Effectivement, au moment de l'émergence des rançongiciels, il y a eu une multitude d'attaques aux États-Unis dans des cliniques qui ont qui ont pour la plupart payé les rançons. Et donc, du coup, si les victimes payent la rançon, effectivement, ça représente un intérêt pour les attaquants qui vont continuer d'attaquer sous ce format-là pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, en France, c'était également le cas. Ils pensaient que les établissements allaient payer. Donc, c'est vrai que pour l'ANSSI, on déconseille le paiement d'une rançon, tout simplement parce que ça entretient le système et les attaques, et d'autant que ça ne garantit pas la récupération des données. Parfois, ces données-là, d'ailleurs, sont même revendues, donc c'est double peine. Vous payez la rançon, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données, puisque parfois elles sont chiffrées et les attaquants ne disposent pas de la clé de déchiffrement. Et en plus, elles sont revendues par la suite, donc c'est double peine. Et on a observé d'ailleurs des attaques, les attaquants réattaquaient la victime, puisqu'elle avait déjà payé une fois, et donc il y avait un top de bons payeurs en ligne. Donc voilà, on déconseille le paiement de la rançon. Des systèmes d'information qui peuvent être vieillissants avec un budget d'investissement qui peuvent parfois être insuffisants pour justement les mettre à jour et les sécuriser. Et puis, une forte sensibilité aux attaques dans le secteur qui rend attractif ces attaques, notamment dans le cadre de la pandémie, étant donné qu'il y avait une certaine mise en lumière et en tout cas que tous les yeux étaient rivés sur les établissements de santé et le secteur de la santé dans le cadre de la pandémie, ça rendait le secteur attractif pour les attaquants, puisqu'ils pouvaient penser que les victimes allaient payer rapidement pour justement ne pas avoir un système indisponible. Je vais me dépêcher. Les menaces sur le secteur. Donc la crise Covid, effectivement, a aggravé la crise cyber qui existait déjà. Notamment suite à l'attaque, il y a un événement marquant qui est l'attaque du CHU de Rouen, fin 2019. Donc la crise cyber avait commencé avant la crise sanitaire et l'a aggravée, donc avec un secteur qui est en tension, une surface d'exposition qui est importante, on l'a vu tout à l'heure avec les interconnexions qui étaient croissantes, un risque accru d'espionnage, donc comme je disais tout à l'heure vis-à-vis des secrets, des savoir-faire rares, des entités qui sont sujettes à compétition internationale, mais également à de la déstabilisation. Et on a évoqué tout à l'heure les tensions internationales. Il peut y avoir des campagnes de déstabilisation d'un niveau étatique. Et d'ailleurs, donc je vous invite à consulter notre état de la menace 2021, donc qui n'est pas dédié secteur santé, mais qui s'applique parfaitement, hein, puisque on constate les mêmes tendances.
il y a un perfectionnement et une sophistication des attaques qui en plus sont renforcées par la divulgation des données. Donc ça facilite les attaques et tout simplement les attaquants progressent dans le temps. Ça paraît logique. Et donc ils vont se professionnaliser et se spécialiser dans certains types d'attaques et devenir de plus en plus performants. Donc ça va augmenter l'ampleur des attaques qui sont de plus en plus importantes. Tout secteur confondu, il y a une petite coquille sur la slide, tout secteur confondu, on est à 3 intrusions par jour constatées dans ces derniers mois, avec une explosion du nombre de vulnérabilités, ce qu'on appelle zero day. Ce sont des vulnérabilités qui ne sont pas mises à jour, protégées, et donc par des acteurs qui peuvent être présumés étatiques, comme on le disait tout à l'heure, mais également des groupes de cybercriminels. On a des attaques, une augmentation des attaques qui ciblent la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire quand une entité, alors là, en dehors du secteur de la santé, qui est particulièrement protégée, on va chercher les attaquants vont aller au plus simple. Et donc, ils vont attaquer les entités périphériques qui sont interconnectées au système, ça peut être des clients, des fournisseurs, par exemple, pour attaquer la cible, donc en faisant des rebonds, et pour attaquer la cible finale, donc on parle d'attaque de la chaîne d'approvisionnement. Il y en a eu 24 documentés entre janvier 2020 et juillet 2021. Donc ça, c'est la source de l'ENISA, qui est l'équivalent de l'ANSSI au niveau européen. Sur la santé, on est à peu près à une attaque par semaine depuis maintenant quelques années. Et les attaques ont été multipliées par 4. Alors, tout secteur confondu, mais ça s'applique à la santé, entre 2019 et 2020. Et ça progresse dans le temps. Quelles sont les motivations des attaquants? On l'a déjà un petit peu évoqué. Les motivations à des fins, à un but lucratif, et puis également idéologiques, étatiques, parfois pathologiques. On l'a vu, et notamment idéologiques, on pense aux anti-vax, etc. Et puis après, ludique et technique sur des attaques plus sophistiquées et ludiques pour les attaquants qui vont s'amuser. On parle de scripts kiddies, c'est-à-dire on pense à l'adolescent dans sa cave qui va tester. On l'a vu par exemple à l'hôpital, les patients qui ont du temps, du coup vont chercher à bidouiller sur le système. Typiquement, ça c'est une attaque ludique. La menace la plus immédiate, les rançongiciels, c'est-à-dire que le système va être chiffré et l'attaquant va demander une rançon en échange. Donc ça, c'est vraiment une attaque croissante et principale sur le secteur. Il y a d'autres types d'attaques comme la divulgation de données, des compromissions opportunistes comme par exemple la défiguration de sites internet. Vous connectez à un site et là on vous renvoie vers une autre page ou en tout cas une page qui est défigurée, c'est-à-dire avec un autre contenu que un contenu illégitime. Des attaques par la chaîne logistique et puis des attaques ciblées. Ce sont ce qu'on appelle les attaques APT, avancées, qui sont des attaques sophistiquées, précises et du coup ciblées dans le sens où l'attaquant sait précisément ce qu'il va rechercher. Des exemples d'attaques depuis 2019 avec ceux de 2020. Les plus marquants sont Dax et Villefranche. Février 2021, du coup on l'a évoqué tout à l'heure, l'accélération de la stratégie nationale cyber, et tout ça va aboutir à la désignation d'opérateurs de services essentiels, donc d'opérateurs critiques, et tous les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire sont désignés opérateurs de services essentiels. Ça signifie qu'ils doivent appliquer la directive Nice. Et ça m'amène à la dernière partie, quelles sont les réglementations du secteur. Il y en a une multitude. En ce qui concerne l'ANSSI, on accompagne en particulier l'écosystème sur la directive Nice et la loi de programmation militaire. La directive Nice, donc, pour les opérateurs de services essentiels, ce sont 4 obligations. La désignation d'un point de contact pour pouvoir communiquer avec l'agence en cas de campagne de vulnérabilité, par exemple, ou de campagne d'attaque. L'identification pour chaque opérateur de leur système critique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est indispensable pour réaliser leur activité. La mise en œuvre sur ces systèmes de règles de sécurité, ce sont des règles organisationnelles et techniques. Et enfin, la déclaration d'incident lorsque
lorsque ça arrive sur ces systèmes essentiels. La loi de programmation militaire, je passerai assez vite, donc il y a une loi française et qui concerne des opérateurs d'importance vitale au sens militaire du terme, c'est-à-dire pour la survie de la nation. Et donc, c'est pareil, c'est la même logique avec l'application de mesures de sécurité spécifiques. Et ça, c'est surtout sur plusieurs secteurs, hein, que ce soit la directive Nice et la loi de programmation militaire, mais en particulier en ce qui nous concerne le secteur de la santé. Enfin, pour le mot de la fin, l'ANSSI aussi soutient le secteur au travers de parcours de sécurisation du plan de relance, qui sont un parcours qui a un pré-diagnostic, c'est-à-dire un audit, un bilan de l'existant, avec l'élaboration d'un plan d'action dans le temps pour pouvoir monter en maturité en matière de cybersécurité pour les établissements du secteur, établissements publics. Et donc l'ANSSI, sur l'enveloppe des 136 millions d'euros, a dédié 25 millions d'euros pour le secteur de la santé, pour aider le secteur à monter en puissance. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Merci infiniment. Alors, votre présentation me rappelle une expérience personnelle, parce qu'il y a quelques années, j'étais en charge de la réforme des vigilances, et dans ce cadre-là, dans la loi, ce qui était le projet de loi portant modernisation de notre système de santé, il y avait eu un amendement qui était, je crois, à l'article 110 du projet de loi, qui visait justement à mettre en place un système de signalement des incidences de cybersécurité sur notre système de santé. Donc ça me permet de donner la parole à Jean-Baptiste Lapéry de la délégation du numérique en santé, la délégation numérique en santé qui est un service du ministère de la Santé et de la Prévention. Voilà, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter d'abord très rapidement. Donc, Jean-Baptiste Lapéry, délégation numérique en santé, que j'ai rejoint donc, au mois de septembre 2020. Je suis plus particulièrement donc, en charge, donc marqué CTO, mais donc sur des programmes Ségur dont on va parler du numérique en santé, et aussi sur les sujets d'interopérabilité et de sécurité. Et donc là, on va essayer de faire un petit focus en quelques minutes. Donc j'ai bien conscience que ça va être assez dense comme les supports, donc ne soyez pas effrayés par la densité des supports. On va juste se concentrer sur les quelques messages qui sont associés. Bien essayer de voir comment la transition, ce qu'on vient de voir sur la menace, mais ce qui va être aussi présenté après, sur la façon d'y répondre de manière, sur différents plans, de manière opérationnelle, avec des plans de financement, donc ce qui va être présenté après. Donc on va essayer de faire cette transition sans trop faire de spoiling sur ce qui va arriver, ce qui va être présenté après. Si on vient sur la délégation numérique en santé, l'ambition est donc de porter une stratégie de développement du numérique en santé, donc porter une ambition et s'assurer de son déploiement. Alors vous avez peut-être tous déjà vu ou pas cette photo de la maison, donc là du coup l'idée de représenter cette maison qui traduit l'ambition que l'on porte pour le numérique en santé, articulée autour de valeurs particulières, en particulier éthiques, et avec, et ça a été cité tout à l'heure, tout au début en introduction de cette séance, trois grands axes: remettre le patient au cœur du système et donc lui redonner la capacité à reprendre la main sur ces données de santé, faciliter, fluidifier la coordination entre professionnels de santé au bénéfice du patient, au bénéfice des professionnels de santé, et dans une vision de réduire la fracture sanitaire. Troisième enjeu, favoriser l'innovation, l'émergence de thérapies innovantes grâce et à travers le numérique. Cette maison traduit tout ce plan qui représente plus de 30 actions sur 5 orientations, et avec une vision d'État-plateforme que l'on voit ici, avec sous la maison toutes les fondations, donc toute la partie nécessaire aux fondations pour que tout cela fonctionne, pour que tout cela soit cohérent entre l'ensemble des systèmes. Donc on va retrouver ce qu'on appelle vraiment nous, des référentiels socles avec des sujets d'interopérabilité et de sécurité, sur lesquels derrière on peut construire des services et qui permettent après de construire des maisons et des services visiblement directement accessibles aux citoyens et aux professionnels de santé, à travers mon espace santé, bientôt le bouquet de services professionnels, le Health Data Hub. Et vous voyez aussi, sont apparus depuis aussi tous les nuages avec l'ensemble des actions qui sont aussi liées autour pour que tout cela fonctionne et que tout cela puisse se mettre en œuvre. Alors comme vous voyez en haut, on a teinté cela de maison cyber. L'idée étant de faire apparaître
les endroits, les points particuliers de cette maison où on avait un axe d'effort particulièrement lié au cyber, compte tenu de la menace dont on vient d'avoir la présentation, et sur lesquels il y aura de manière plus détaillée après des plans ou des actions particulières ciblées qui seront présentées. Donc la première tentation, c'est de se dire la sécurité, on la voit, elle est tout en bas, c'est dans les fondations. Je pense que tout le monde doit connaître la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, la réglementation HDS. Donc voilà, on a ce petit point là en bas, on a la sécurité, et c'est le point, c'est ces fondations. Notre vision, après, c'est de se dire, mais non, en fait, on ne déploie aucun référentiel, aucun service s'il n'y a pas un minimum de sécurité dedans. Donc, on va prendre tous les sujets un par un et on va se rendre compte que, oui, si on prend l'identification ProSanté Connect, mais si on prend du DMP, si on prend tout ce qui est certification ici, en haut dans l'évaluation, forcément, toutes ces briques vont avoir une teinte cyber et donc on repeint et on met une touche cyber sur tous les éléments. Donc on a voulu faire quelque chose entre les deux, mais pour montrer que bien sûr, il y a de la cyber dans les référentiels socles, que ce soit qu'on a évoqué la politique générale, sur la partie cybersurveillance, exercice de crise, sur lequel on reviendra certainement dans la matinée. On l'a bien sûr dans les services offerts aux citoyens, Mon Espace Santé, avec le futur catalogue d'applications référencées, dans lequel le sujet sécurité joue un rôle particulièrement important dans ce référencement. Ce n'est pas le seul, il y a aussi les valeurs éthiques et beaucoup d'autres valeurs, mais il y a un important sujet sur la sécurité des données. Et on le retrouvera aussi, on va en parler un peu, sur des sujets de formation, d'opposabilité, que vous voyez dans les nuages. On va essayer de faire cette teinte-là pour montrer que cette démarche cyber qui est coordonnée, qui sera représentée après, est présente sur l'ensemble des aspects de cette maison qui représente cette feuille de route de numérique en santé. Cette feuille de route, c'est une vision, cette maison, mais c'est aussi particulièrement, il y en a d'autres, mais 2 programmes particuliers, avec la stratégie d'accélération santé numérique, près de 650 millions d'euros d'investissement en 5 ans. L'idée, leitmotiv, c'est de faire la France un leader mondial de la santé numérique, un vrai focus sur innovation, et vous voyez ce décollage avec les 5 étapes pour arriver à faire décoller cette fusée. On va faire juste un mini focus sur le premier étage de la fusée, et vous voyez le lien avec la maison sur la formation. C'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. Cette stratégie d'accélération de la santé numérique comprend dans cet axe 1 un appel à manifestation d'intérêt d'un montant d'environ 70 millions d'euros. Cet appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir, qui a pour vocation de donner une formation santé numérique à plus de 200 000 étudiants en santé, sanitaire, médico-sociale, mais aussi de créer des filières d'expertise particulières. L'ambition, c'est quand même de former plus de 2000 ingénieurs, de former aussi des centaines de juristes et d'experts aussi du dispositif médical, qui sont des domaines particulièrement aussi techniques. Donc l'idée, c'est bien une formation en santé numérique, et dedans on retrouvera une teinte cyber. Alors bien sûr, ce ne sera pas la seule, évidemment, mais il y aura nécessairement l'intégration d'une teinte cyber, ce qui nous fait le lien entre la mise en œuvre de cette feuille de route, de ces nuages, la formation, de ce programme de mise en œuvre, et encore une fois, le lien, le cyber qui s'intègre progressivement dans l'ensemble de ces sujets. Un autre programme, alors j'espère que ça s'affiche bien, c'était le pari, le Ségur numérique. Donc, je pense que vous avez dû entendre parler du Ségur santé. Il y a une déclinaison du Ségur numérique qui, si on reprend les 3 ambitions initiales de la feuille de route, s'articule plutôt sur les 2 premières qu'on a évoquées, sur remettre les citoyens en capacité d'être acteurs de leur santé et fluidifier le partage, faciliter le partage pour les professionnels de santé. L'ambition et le leitmotiv, c'était le partage fluide et sécurisé de données de santé. Donc on trouve bien les 2 termes, fluide et sécurisé, qui vont ensemble. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Sachant que le défi porte bien sur les 2. Le fluide, vous le voyez en bas, l'idée de la marche à franchir, c'est pas 1 x 2, c'est pas 1 x 5 que l'on vise, c'est 1 x 50. C'est pour dire l'état dans lequel on est aujourd'hui sur ce partage fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort au quotidien et depuis des années. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur toute cette énergie, cette vision de la maison, et d'arriver à faire ce x50 qui est espéré, ce qui est quand même colossal, d'échanges fluides, mais du coup aussi sécurisés via le DMP, messagerie sécurité de santé, qui sont nos outils techniques. Mais bien voir que le leitmotiv de tous ces travaux, c'est bien les 2, c'est un partage fluide et sécurisé. Vous avez les moyens, mais je pense que vu le timing, on ne va pas aller sur les moyens, mais plutôt reparler juste de ce que vous voyez sur la droite, de ce que nous a apporté le Ségur. On vous a vu, donc, on est revenu sur la vision, la maison, les 2 programmes. Et ce que nous a amené le Ségur dans la vision, c'est la mise concrète de comment on fait cette transformation globale et comment on s'assure que ce partage fluide et sécurisé, il se met concrètement en place. Comment tout ce qu'on a vu, tous les référentiels, toutes les briques, vous avez vu la maison, toutes les actions, concrètement, ça arrive jusqu'au bout du bout et qu'on l'ait concrètement.
Donc là, on voit le tableau à droite avec 2 grands axes d'approche. Le premier, c'est de se dire, il nous faut des solutions qui soient conformes à ces référentiels. Facile à dire, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut indiquer une priorité et potentiellement avoir des initiatives particulières pour que cette accélération puisse avoir lieu et que donc on ait sorti d'usine des solutions qui soient conformes. Sinon, effectivement, difficile de demander aux professionnels de santé de partager si derrière, eh bien oui, on n'arrive pas à s'interconnecter, les logiciels ne se parlent pas, ne se comprennent pas, n'ont pas les mêmes formats. Mais une fois qu'on a ces solutions, il faut aussi avoir une transformation derrière des métiers. C'est pas simple de dire on va vouloir partager. Oui, partager, il faut arriver à bien référencer quel est le bon patient que l'on a en face de nous. Donc là, on va retrouver tous les sujets d'identité nationale de santé, dont vous avez peut-être dû entendre parler. Voilà, quel est le bon patient que j'ai en face ? Comment j'arrive à produire le compte-rendu, quels sont les éléments que je dois produire, dans quel timing je dois les envoyer. Et donc, c'est toute cette partie de transformation qui est liée aux usages, de façon à ce qu'on ne transmette pas un compte-rendu sur 10 une fois de temps en temps, non, qu'on arrive massivement au bénéfice de l'ensemble des patients et aussi des professionnels de santé qui seront dans la suite du parcours, arriver à partager ces éléments. Donc là, d'où le focus sur le deuxième pied que vous voyez, qui est l'usage. Pour y arriver, je l'ai mis un peu dans mon discours, c'est les lignes horizontales, il y a une approche dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une première approche qui va être, on va inciter l'écosystème à y aller et on sait qu'il y a une accélération et donc il y a une marche à franchir, il y a une transformation à produire et donc là il faut être dans l'incitation, faciliter à ce que l'ensemble de l'écosystème arrive à basculer. Désolé. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a atteint, il faut le maintenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis cette transformation en place, il n'y a pas de raison de ne pas maintenir cet effort, cette transformation. Et donc là, on passe dans un volet qu'on appelle plus coercitif, qui est de se dire, on a fait la transformation, on a atteint collectivement l'objectif, maintenant c'est un acquis sur lequel on doit rester, et donc on a des mesures de financement qui vont plutôt vérifier qu'on maintient le niveau, plutôt qu'on se transforme, et qu'on maintient ce qui a été acquis. Je rentre pas dans tous les termes barbares, d'articles, et ainsi de suite, c'est les 2 gros sujets. Alors comment ça peut se décliner sur la sécurité ? Donc j'avoue, il y a beaucoup d'informations, on va y aller de manière quelques messages très synthétiques. On l'a vu, les fondations, c'est déjà avoir des référentiels, c'est-à-dire quelles sont les exigences, qu'est-ce que tout le monde doit respecter, quelles sont les règles du jeu. Alors des règles du jeu qui ne sont pas nécessairement définies juste à l'instant T, qui ne varient plus. Typiquement, ce référentiel-là sur l'identification électronique, il affiche une trajectoire. Donc l'idée, c'est bien, on affiche des règles que l'on partage avec une notion de trajectoire et de palier à franchir collectivement. Qui dit référentiel, ça ne veut pas dire juste que quelqu'un était tout seul dans son bureau, s'ennuie un soir et a rédigé un référentiel et s'est dit tiens, et hop, je le publie sur un site et c'est parti, j'ai fait un référentiel. Si on veut le rendre opposable, c'est-à-dire que derrière, on est passé par toute une étape de concertation avec l'ensemble de l'écosystème. Quand on dit écosystème, ça va être bien sûr les représentants d'EPS établissements. Il y a eu un long échange avec les RSSI d'établissements, avec les industriels, avec la CNIL et l'ensemble des acteurs sur ces sujets, de façon à ce que, confronté à l'ensemble de ces avis, on ait quelque chose qui soit pertinent dans la trajectoire, tant dans la cible à envisager que la façon de pouvoir y arriver. Opposable, c'est-à-dire que concrètement, on le voit en bas, c'est un arrêté ministériel qui rend ce référentiel opposable à l'ensemble des acteurs. Donc à partir du 28 mars, voilà, ce référentiel s'impose avec une trajectoire. Donc vous avez quelques roadmaps, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas juste le 28 mars que le monde change, c'est que le monde change sur une trajectoire pluriannuelle, et vous voyez jusqu'en 2026. Donc on prévoit très large dans cette transformation. Alors pourquoi on parle de ce sujet-là? C'est que l'identification électronique, je pense, quelque chose qui parle. On vient d'évoquer tout à l'heure la menace, et donc savoir quel est l'usager, quel est le professionnel, être sûr que c'est le bon usager, le bon professionnel qui se connecte, être sûr qu'il accède aux bonnes données. Tout passe par cette confiance initiale déjà dans l'identification, donc c'est la première base. Je pense que du coup elle nous parle un petit peu à tous, et donc du coup c'est ce qui a été mis en place, et elle concerne bien dans ces volets aussi bien la partie usager, donc toutes les applications de santé qui ont des données de santé personnelle qui s'adressent aux patients, aux citoyens, que aux professionnels de santé. Alors pourquoi il y a 3 volets? Parce que du coup on distingue à chaque fois le professionnel de santé en tant que personne physique à part entière, mais aussi les personnes morales, les structures qui accèdent et qui manipulent ces données de santé. Donc on a vu un petit peu avec le Ségur le programme. C'est très bien, on a mis un référentiel, donc ce coup-ci sur la sécurité. Comment on s'assure que finalement, concrètement, il soit sur le terrain? Parce qu'on a concerté, on l'a rendu opposable. Comment on fait pour s'assurer qu'au bout du bout, c'est vraiment déployé, que ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas juste un objectif, ça ne reste pas juste une théorie d'un référentiel qui est certes rendu opposable, mais qui est mis sur un site web et qui reste là.
On l'a évoqué différentes étapes tout du long, donc regardez juste les grosses flèches bleues qui montrent l'articulation entre État industriel. Il y aura aussi, mais ça ne le sais plus trop, c'est un peu compliqué de faire apparaître aussi établissement professionnel de santé, mais de bien montrer l'ensemble des trajectoires et qui est en lien avec ce qu'on a commencé à mettre en place avec le Ségur du numérique. Une première étape importante qui est l'émergence et la conception. On a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas juste quelqu'un tout seul dans son coin qui pense là, on est bien avec un écosystème d'acteurs sur l'ensemble des sujets pour l'émergence et la conception. Derrière, il faut que ces solutions soient mises en œuvre. Donc on a bien la partie de développement grâce à nos industriels du numérique en santé qui nécessite dans une première étape une aide à la mise à conformité pour tous les acteurs, que ce soit industriels mais aussi professionnels et établissements. Différents moyens, différents volets. Donc pour bien montrer que pour le mettre en œuvre, cette feuille de route et ces actions, il faut bien arriver à activer de nombreux leviers. C'est un peu le message de ce support. Ce n'est pas juste en promouvant un référentiel ou en faisant juste 2-3 réunions ou une impulsion. Il faut bien arriver à jouer sur de nombreux leviers, de façon après ce développement qu'on ait un déploiement qui soit massif. Et donc, on va retrouver des sujets de promotion, de formation, qu'on a évoqué tout à l'heure, d'incitation, de conduite du changement, qui restent derrière des volets importants de façon à ce que le numérique et dans sa composante cyber et sécurité soit bien prise en compte. Et le dernier volet, donc on a vu le petit triangle opposabilité, le dernier volet, c'est de s'assurer qu'après, une fois qu'on a atteint ces sujets-là, on maintienne le niveau. Donc l'enjeu, ce n'est pas juste de l'atteindre une fois, mais bien de le maintenir. Concrètement, ça se traduit aujourd'hui comment aussi en termes de démarches dans le numérique concentré. Vous voyez les démarches de référencement. Donc c'est pour les acteurs, les industriels qui veulent se référencer, soit Ségur numérique, soit Mon Espace Santé, le catalogue d'applications qu'on a évoqué tout à l'heure. Aussi sur la mise en place du droit commun, dispositifs médicaux numériques, et aussi une plateforme de référencement pour éditeurs Convergence. J'accède. Il me reste quelques secondes. Un exemple, voilà comment ça peut se traduire concrètement, c'est très barbare, juste mis en rouge, et c'était un peu la transition après, il y a des référentiels, mais l'idée aussi, c'est de faire aussi des audits sur l'ensemble des acteurs, donc c'était un peu sur la transition vers la maison, et la petite brique qui est tout en haut sur audit cyber, mais je pense que Patrice va en parler après, et même Caroline, sur la partie enjeu au global, donc on a bien fait des référentiels, comment on contrôle les dispositifs, et aussi du coup la partie audit que l'on voit en haut de la maison. Voilà un petit panorama. Feuille de route du numérique en santé, dimension cyber et comment on essaye d'arriver jusqu'au bout, que compte tenu de la menace, on arrive à mettre ça en place. Donc il y a plein d'autres actions qui seront présentées après, mais vous avez un petit aperçu. Désolé. Eh bien, un très très grand merci, parce qu'en plus, vous avez remplacé au pied levé Laura Les Tourneaux qui nous a quittés pour d'autres aventures. Et donc, j'ai la joie d'accueillir Patrice Bijard, qui est également du ministère de la Santé et de la Prévention, et qui est fonctionnaire adjoint de sécurité des systèmes d'information des ministères sociaux. Merci. Alors, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Oui, alors FSSI, ça parle forcément pas à beaucoup de monde. C'est une petite équipe qui est raccrochée au secrétaire général du ministère et qui accompagne et oriente la gouvernance SSI dans notre secteur auprès de l'ensemble des établissements santé, médico-sociaux. Voilà, c'est de la gouvernance. On essaie de faire de la sécurité par le secteur qui est déjà largement investi dedans. Quelques chiffres pour commencer, que je détaillerai un petit peu plus sur les planches suivantes. Entre 2020 et 2021, une augmentation par 2 du nombre d'incidents déclarés. Alors on parle d'incidents déclarés, ça c'est vraiment important, ça a été un peu évoqué dans les présentations précédentes. Ce qui est important depuis quelques années, c'est cette obligation de déclaration qui est faite aux établissements et qui, depuis maintenant quelques semaines, s'applique également aux médico-social. Les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ont l'obligation de déclarer des incidents au CERT Santé, qui est hébergé par l'Agence du numérique en santé. Alors, ça peut paraître un petit peu formel comme ça, en réalité, c'est très important. Toute politique, toute stratégie en termes de sécurité de système d'information commence d'abord par bien identifier l'ensemble des incidents. Si un jour, dans votre futur emploi, vous voyez une flèche de souris qui bouge toute seule sur votre écran pendant quelques secondes, eh ben vous le signalez. Ça peut vous surprendre, vous dites bah, c'est pas grave, je reboot, je recommence. Non, vous le signalez.
Et les équipes informatiques feront l'investigation, concluront qu'il y a peut-être quelque chose, découvriront éventuellement un incident en cours, alerteront toute la chaîne SSI qui monte jusqu'au CERT Santé. Un CERT, c'est une équipe de réponse à incidents, donc une petite équipe d'experts qui aide les établissements à répondre à leurs incidents. Et tout ce système de déclaration permet de structurer, de dimensionner correctement les organisations, les méthodes, les ressources pour répondre et gérer aux incidents informatiques. À notre niveau au ministère, il y a plus de 2 incidents par semaine qui nous sont remontés, 2 attaques informatiques qui ont réussi sur des établissements de santé ou médico-social. On en parle assez peu parce que la plupart du temps, et heureusement, il n'y a pas d'impact sanitaire. Dès qu'il y a un impact sanitaire, il y a un impact médiatique, tout le monde en entend parler, mais s'il n'y a pas d'impact sanitaire, et heureusement, ça reste beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour les établissements à répondre, à remédier à ces incidents. Donc c'est vraiment un problème récurrent, permanent, face auquel le ministère et l'ensemble du secteur réagit depuis plusieurs années avec beaucoup d'actions. Je détaille un petit peu du coup ce que vous avez pu voir, donc une augmentation par 2 des déclarations. Et sur cette courbe, vous voyez 3 pyramides particulières qui en fait expliquent une grande partie de l'augmentation du nombre d'attaques entre 2020 et 2021, et qui sont des attaques qu'on appelle systémiques. Alors c'est un mot qui est un peu à la mode, mais il y a 4-5 ans en arrière, on n'en aurait pas parlé. C'est vraiment la grande tendance dans notre secteur, une tendance assez complexe à gérer, qui sont en fait des incidents qui vont toucher d'un seul coup un grand nombre d'établissements d'une région, voire au niveau national, qui vont toucher un ensemble d'éditeurs ou d'applications. Il y a différents cas qui ont été assez médiatisés dans le monde des EHPAD. 900 EHPAD se sont retrouvés l'année dernière dans le noir, d'un seul coup, sur un système d'information, suite à l'attaque d'un éditeur qui s'appelle Solware Life et qui fournit une application pour ce secteur-là. Cet éditeur a été attaqué par une attaque par rançongiciel. Il s'est retrouvé totalement dans l'incapacité de faire fonctionner ses applications pour le compte de ses clients. Il fonctionnait en mode SaaS, dans un mode d'hébergement. Donc les EHPAD avaient confié à cet éditeur la bonne gestion de cette application. Il est attaqué. 900 entités se retrouvent dans le noir immédiatement. Le MIPI, grand acteur dans notre domaine, là, ce n'était pas une attaque sur le MIPI, ça a été un bug, c'était un problème technique très très particulier sur des machines dans les centres d'hébergement de données du MIPI qui ont pénalisé une centaine d'établissements, de gros établissements de santé instantanément pendant plusieurs heures. Voilà quelques exemples assez frappants dans notre secteur, mais il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le data center d'OVH à Strasbourg qui a pris feu il y a 1 an et demi, 2 ans. Et alors là, tous les secteurs ont pu être touchés, mais y compris les secteurs de la santé. Il y a pas mal d'entités qui ont été impactées. C'est ce qu'on appelle les risques systémiques. Et c'est réellement la nouvelle forme, entre guillemets, de menace face à laquelle il faut que le système se prépare. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie de plus en plus massivement sur des hébergeurs. On confie à des hébergeurs la gestion de nos applications. Alors soit le simple hébergement, soit la gestion complète d'un mode d'infrastructure ou d'un mode de service. Mais dans tous les cas, on devient dépendant d'hébergeurs qui ont une empreinte très importante sur notre secteur. Quand ce n'est pas l'hébergeur, ça peut être une vulnérabilité. Ça a été présenté ce matin par l'ANSSI, des vulnérabilités dans des solutions qui sont découvertes et on réalise que finalement cette solution elle est très largement utilisée dans notre secteur et qu'on se retrouve totalement exposé si cette vulnérabilité est exploitée par des attaquants. Alors les plus connus, mais ça va pas forcément vous parler. Vim par contre ça peut vous parler parce que c'est une solution de sauvegarde qui est très présente dans notre secteur. Et dans les attaques, lorsqu'une attaque a réussi, on a tendance à aller tout de suite regarder ce qu'on a dans ces sauvegardes. Est-ce qu'elles ont été protégées de l'attaque? Est-ce qu'elles n'ont pas été chiffrées par l'attaquant? Et est-ce qu'on peut relancer tout ou partie du système d'information? Donc là, c'était une vulnérabilité qui permettait à des attaquants aussi d'aller chiffrer ou de nuire à la stratégie de sauvegarde d'une entité.
Alors, on a, comme tous les secteurs, renforcé les postures de vigilance avec la crise en Ukraine. Rien d'extraordinaire vu de loin, mais en réalité, ce sont beaucoup d'actions qui restent indispensables. Alors, c'est très vrai dans le médico-social parce qu'il y a encore un vrai besoin de sensibilisation dans le médico-social. Dans la santé, on peut penser que tout le monde a compris globalement que, vu l'ampleur de la numérisation, des outils numériques mis à disposition dans tout le personnel soignant, voilà, la compréhension qu'il peut y avoir des incidents est maintenant assez forte. Il y a encore d'autres marges de sensibilisation certainement à faire, mais dans le médico-social, on pense qu'il est encore important de sensibiliser assez largement tout le personnel soignant au risque numérique. On a vérifié les chaînes d'alerte, ça c'est toujours très important de savoir comment alerter rapidement, mais comment aussi informer en descendant vers l'ensemble du système de telle ou telle vulnérabilité. Donc il y a eu un travail important sur la refonte, en tout cas les bons tests faits sur les chaînes d'alerte dans notre domaine. Et puis on pousse aujourd'hui à la généralisation d'exercices de crise cyber, à la fois dans le domaine de la santé et du médico-social. Comme les incidents restent malheureusement très fréquents, autant se préparer à répondre à un incident, comment fonctionner dans un mode dégradé, comment je fonctionne si je ne peux pas me connecter à telle ou telle application métier dont j'ai besoin. Voilà, comment je contourne ça. Ça va beaucoup mieux lorsque on s'est préparé, lorsqu'on s'est entraîné au niveau d'un établissement. Et puis, dans cette posture de vigilance, la capacité à mobiliser l'ensemble des ressources est quelque chose qui a été éprouvé et qui est régulièrement testé désormais. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui compose aujourd'hui les grands aspects sécurité, les aspects SSI dans notre domaine, on a parlé donc des opérateurs de services essentiels, donc les établissements supports de GHT, donc les principaux établissements à l'échelle d'un groupement hospitalier territoire forment cette base des OSE. Et derrière cette politique de sécurité qui s'applique aux OSE, il y a en réalité toute une politique de convergence de sécurité qu'on essaie de pousser au niveau du GHT. On parle souvent de sécurité de maillon faible. La sécurité d'un ensemble est en fait la sécurité de son maillon le plus faible. Donc une entité qui serait particulièrement mal défendue dans un GHT, une fois que le GHT a mis en place un certain niveau de connexion réseau entre ces différents établissements, va fragiliser l'ensemble du GHT. Donc au travers de cet accompagnement sur la montée en maturité SSI des OSE, c'est bien tout le GHT qu'on essaie de faire monter. C'est un enjeu extrêmement complexe. Il faut mutualiser des actions, des achats, des activités de supervision, de cloisonnement, qu'un attaquant, comme c'est arrivé dans le Grand Est il y a quelques semaines, en rentrant par une porte, a finalement en quelques heures réussi à dérober des données dans l'ensemble du GHT parce que tout le réseau était à plat, rien n'était cloisonné, tout le monde pouvait accéder à l'application d'un autre établissement depuis certains postes, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut plus voir à terme. Il faut arriver à structurer et à sécuriser, à réfléchir à la SSI à l'échelle d'un GHT. Il y a eu des actions spécifiques sur les DOM. Pourquoi ? Parce que là, on a des hôpitaux ou des établissements qui sont plus isolés. Il est quand même plus difficile, sauf à prendre un avion pendant quelques heures, de rediriger des patients vers d'autres établissements en cas de crise cyber. Et ça a été vraiment une grande inquiétude pendant la pandémie, qui était très forte dans certains DOM. Si en plus une attaque cyber avait mis à plat un CHU ou un établissement, la répercussion sanitaire et médiatique aurait été assez redoutable. Le CERT Santé, donc les équipes de réponse à incidents, sont également en train de renforcer leur offre de services, peuvent aider l'ensemble du secteur, santé comme médico-social, à réaliser un certain nombre d'audits, à comprendre l'exposition des entités dans lesquelles vous travaillerez aux risques qui peuvent venir d'Internet. On voit parfois ils regardent un petit peu quels sont les flux de données, les flux numériques dans les établissements lorsqu'ils font leurs audits. Et c'est souvent intéressant de voir que tout ce qui arrive de la bureautique, globalement, est assez bien géré, passe par des pare-feux. Il y a tout un ensemble d'équipements qui vont concentrer, qui vont superviser le trafic. Et à côté de ça, vous avez un scanner qui parle directement sur Internet à haut débit avec un éditeur ou avec une autre plateforme quelque part sur Internet où on ne sait pas. Et il y a comme ça tout un ensemble
d'équipements qui sont exposés à Internet et dont on ignore souvent le réel niveau de sécurité. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour un attaquant ou non? Donc l'ensemble des applications, des dispositifs métiers aujourd'hui font l'objet de beaucoup d'attention, mais on part de loin parce qu'il y a un travail très long, très complexe à mener avec les éditeurs et les grands industriels du domaine. Et puis Jean-Baptiste parlait d'audit. Pour reprendre l'image de la maison, quand même une belle image, parce que vraiment tout est sur cette planche. Hein. Quand on peut passer des jours à regarder cette planche et à réfléchir à notre secteur, les fondations dans un établissement, quel qu'il soit, ce ne sont pas d'abord les applications métiers ou certains laboratoires techniques, etc. C'est bien la bureautique, c'est bien les réseaux, les infrastructures, les postes à partir desquels vous vous connectez à l'ensemble des services qui vous sont proposés. Et la quasi-totalité des attaques aujourd'hui passe par ça. Donc on est encore sur de la rendre des mots de passe plus robustes. C'est assez amusant sur Internet si vous intéresse. Il y a beaucoup de petites applications qui vous permettent de tester la robustesse de vos mots de passe. Et puis vous voyez finalement qu'en rajoutant quelques caractères, vous passez d'un mot de passe qui tient quelques minutes face à un attaquant à quelques dizaines, voire un siècle. Si vous rajoutez 7, 8, 9 caractères, il y a une sécurisation exponentielle des mots de passe qui est assez intéressante. Elle est souvent très bien illustrée par différents outils sur Internet. Et puis un plan de renforcement cyber qui reprend tout un ensemble d'actions, les exercices de crise cyber, les audits, etc. Tout ce qui est mis en place, tout ça est décliné dans un plan de renforcement. Et il y a vraiment une accélération importante qui est donnée dans le secteur. Ça concerne également les libéraux, puisque le CERT Santé et l'Agence numérique en santé ont publié un mémento pour les libéraux qui reprend énormément d'éléments sur la façon de sécuriser son activité. Je suis allé un peu vite puisque je viens de passer, sans me rendre compte, la parole à Michel. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un petit peu rapide, mais vous aurez bientôt accès à des systèmes d'information. On rentre dans un monde très connecté qui reste assez à ce qui n'est pas ciblé. Il n'y a pas d'attaques qui viennent vraiment cibler notre secteur. On commence à avoir quelques attaques de vol de données qui nous inquiètent un peu parce qu'il y a des données dans les CHU qui sont des données de recherche partagées avec des grands labos. Alors, il y a un peu de sensibilité, voire beaucoup de sensibilité là-dessus, une gouvernance de la donnée et probablement une prochaine étape dans laquelle vous aurez toute votre place parce que les données que vous utiliserez, personnelles, professionnelles, à un moment ou à un autre, devront faire l'objet d'une certaine réflexion sur la façon dont vous les sécuriserez, vous les partagerez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on a vu les différents risques, les mesures de prévention, de lutte contre les risques en cybersécurité. Michel Roux qui succède, qui est adjoint à la chef du bureau des systèmes d'information à la direction générale de l'offre de soins, donc une des grandes directions du ministère de la Santé et de la Prévention. Maintenant, on va nous présenter évidemment qu'est-ce qui est fait dans les grands programmes nationaux en matière de cybersécurité et en particulier pour notre système de santé. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous allez constater que le passage de relais entre l'adjoint fonctionnaire de sécurité système d'information et notre bureau PF5 à la DGOS est vraiment très entretenu, puisque la première diapositive, en fait, est la dernière que présentait Patrice. Donc, on est bien sur le même registre. Ce qui fait que je vais évidemment pas la commenter dans le détail, puisque ça vient d'être fait. Je vais juste insister un petit peu sur la notion d'opérateur de service essentiel que vous avez beaucoup entendu dans la matinée et qui, ainsi que l'a présenté Charlotte Drapeau, s'appuie sur les établissements support de GHT. Alors, évidemment, l'ensemble des établissements support de GHT, comme leur nom l'indique, entraînent avec eux tous les établissements du GHT, des GHT, ce qui fait qu'en fait, on arrive autour de la notion d'OSE à un panel d'établissements, en tout cas pour les établissements publics de santé, qui est relativement important, et j'en reparlerai lorsqu'on évoquera l'Observatoire permanent de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, donc je passe rapidement sur cette diapositive pour arriver sur une autre notion du plan de renforcement qui est la mise en place de référentiels
Alors là aussi, ça a été évoqué dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et de la cybersécurité en particulier, on croule sous les référentiels. Il y en a vraiment beaucoup qui recensent tout un ensemble de mesures, d'exigences qui viennent s'opposer aux pratiques dans les établissements, se proposer aux pratiques dans les établissements. Et il y a un travail important qui a été effectué pour essayer d'avoir un dénominateur commun, de mesurer l'ensemble de ces mesures et d'essayer de les organiser pour que les établissements, finalement, puissent s'y retrouver relativement facilement. Alors, bien sûr, dans le cadre du plan de renforcement cyber 2021-2022, un accent a été mis sur des mesures prioritaires parce que, par rapport à l'ensemble de ces mesures, il est apparu essentiel de pouvoir dégager celles pour lesquelles il semblait, d'une part, qu'il y avait un effort qui semblait un effort raisonnable et assez rapide à produire au niveau des établissements de santé, et d'autre part, parce que la satisfaction de ces exigences, de ces mesures, conduisait finalement à une amélioration significative de la sécurité au niveau des établissements. Donc les mesures prioritaires, ce sont ces mesures qui constituent le socle de sécurité minimale, et elles s'appuient sur tout un ensemble de référentiels. Alors, si on fait le décompte, en fait, elles sont au nombre de 43 qui ont été recensées. Elles sont portées par un référentiel qui s'organise autour de 6 objectifs de sécurité. Et elles s'alimentent finalement d'autres exigences qui sont portées par des référentiels issus des référentiels tels que Nice, d'issus de la politique de sécurité et système d'information, de l'instruction 309 qui est une instruction de 2016 qui déjà avait comme objectif d'organiser les actions au niveau des établissements pour réduire le risque à partir d'une liste simple d'exigences. Et puis, bien sûr, sur les programmes qui ont été programmes conduits par la DGOS depuis plusieurs années, en particulier le programme Open et maintenant le programme SUNES, dont il a été question et que Jean-Baptiste a bien resitué tout à l'heure. Chacun de ces programmes inclut ce que l'on a appelé des prérequis, c'est-à-dire des exigences qui, finalement, doivent être satisfaites par les établissements pour pouvoir prétendre à un financement dans le cadre de ces programmes. Et ces exigences prérequis, elles-mêmes, sollicitent vraiment des mesures de sécurité à mettre en œuvre de façon significative. Alors, si l'on regarde tout cela, pardon, on arrive à un ensemble donc, de 43 mesures qui, en tant que référentiel, vont vraiment être présentées comme un référentiel opposable au sens où il sera porté par une note d'information et on demandera aux établissements d'avancer dans ce sens, mais également parce qu'il constituera un outil de mesure pour savoir apprécier l'état de la sécurité dans les établissements de santé. Alors évidemment, on voit plus large parce que là, le prioritaire évidemment indique bien qu'on veut agir d'abord sur ces mesures, mais l'ensemble du référentiel, qui est le référentiel unique des mesures de sécurité, qui a l'ambition de reprendre l'ensemble des mesures de sécurité portées par des référentiels tels que l'ISO, tels que la NIS V1, la PSSI-MCAS, je recite les mêmes référentiels, toutes ces mesures ont été consolidées dans un référentiel unique. Alors si je cite 43 mesures dans le cadre des mesures prioritaires, on est aux alentours de plus de 200, 210 ou 213 précisément dans un premier volet de ce référentiel unique des mesures de sécurité. Ça veut dire que c'est très large en fait. Dès lors qu'on rentre dans le détail des bonnes pratiques et des exigences dans le domaine de la sécurité, on va très vite sur un ensemble de critères très importants. Donc à partir de ces questionnaires et des mesures prioritaires, à partir aussi des résultats des audits qui ont été cités auparavant, en particulier l'audit ADS mené par l'ANSSI auprès des établissements, l'audit de cybersurveillance qui est réalisé par le CERT Santé, et puis par rapport au niveau de réalisation des mesures prioritaires que j'évoquais juste avant, on va apprécier 4 indicateurs. Alors le quatrième, c'est une information sur la part du budget du numérique consacré par les établissements de santé sur leur budget global. On va constituer 4 indicateurs qui vont être 4 indicateurs repères pour voir la progression qu'ont les établissements en matière de sécurité. Ça, c'est porté par un observatoire qui avait été annoncé par le président de la République en février 2021. Et cet observatoire donc, se construit, il va être opérationnel en septembre.
Et en particulier, donc, il portera le suivi de l'évolution des établissements de santé. Alors, évidemment, au départ, le périmètre et l'échantillonnage des établissements va concerner essentiellement les établissements d'abord OSE, puis élargi à l'ensemble des établissements du GHT. C'est-à-dire, en gros, on arrive à peu près à 900 établissements de santé qui vont constituer la base de l'observatoire. Et donc, à partir des informations recueillies, on pourra situer la situation d'abord des établissements, la progression des établissements en matière de sécurité et surtout orienter aussi les politiques publiques en matière d'appui et de soutien au niveau de la sécurité des systèmes d'information. Cet observatoire, il s'appuie lui-même sur une plateforme qui est la plateforme OSIS. Alors, OSIS, pour les établissements de santé, c'est l'Observatoire des systèmes d'information en santé, qui existe depuis 2012 et qui demande aux établissements de recueillir tout un ensemble d'informations par le biais d'un corpus de questions-réponses qui sont précisées dans cet observatoire et qui permet en particulier, par exemple, à la DGOS de produire annuellement ce que l'on appelle l'Atlas des systèmes d'information hospitaliers, c'est-à-dire un peu un état des lieux de la couverture fonctionnelle, de l'avancée sur les programmes nationaux au niveau des établissements. Et donc, on a inclus dans cet observatoire un onglet spécifique OPSIES qui va permettre aux établissements de pouvoir apprécier leur situation propre vis-à-vis des mesures de sécurité prioritaires et des résultats des audits. Alors ça, les résultats des audits, ils les ont quand les audits sont réalisés, mais également aux ARS de pouvoir suivre sur leur région l'évolution des établissements, en particulier aussi parce qu'il y a un plan de soutien des ARS en matière de cybersécurité. Alors, à partir de cette plateforme, vous voyez qu'il y a deux modes d'alimentation. D'une part, des deux audits ANSSI et CERT Santé qui sont menés et qui permettent une intégration automatique dans cet observatoire OSIS des résultats des audits. Et puis, un recueil, évidemment, qui va être manuel de la part des établissements sur les mesures prioritaires. Ceci va aboutir à un recueil qui concernera donc l'ensemble des établissements, donc dans le périmètre cité dans un premier temps, c'est-à-dire les 900 établissements publics, dont les OSE évidemment, et avec une exploitation sous forme de tableau de bord qui sera mise en place avec la plateforme dite Pilo 360, donc ce pilotage 360 degrés qui est réalisé par la direction du numérique des ministères sociaux et qui va permettre d'avoir des tableaux de bord nationaux, régionaux, et puis aussi des tableaux de bord thématiques sur la montée de ces informations à partir de l'observatoire OPSIES. Alors évidemment, une fois que l'on a ces résultats, il s'agit de pouvoir apprécier et orienter les soutiens. Alors déjà, par rapport à l'année 2021 et 2022, des actions d'appui au financement des établissements ont été mises en place. En particulier, vous voyez que sur le schéma, on situe ces financements comme vraiment des soutiens aux actions qui sont identifiées par les établissements comme remédiation aux failles qui ont pu être détectées par les deux audits, audit ADS et audit cybersurveillance. Et donc, il y a un premier accompagnement qui concerne les établissements OSE, toujours la cible privilégiée dans un premier temps, qui est un financement qui se déroule sur 3 années, 21, 22, 23, de 8 millions d'euros par an, qui est ciblé sur la réalisation des actions de remédiation, de réduction des risques donc, et sur le déploiement de mesures, des conséquences des mesures prioritaires. C'est-à-dire que là où les établissements perçoivent qu'il s'agit d'agir, eh bien, ces financements viennent en soutien. Ils ne sont pas fléchés particulièrement au niveau des établissements, c'est-à-dire qu'ils peuvent les utiliser aussi bien pour de la prestation que pour de l'équipement, sachant que dans les établissements, évidemment, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de prestations, de ressources humaines pour accompagner la sécurité des systèmes d'information. Alors, une première phase était franchie en 2021. 107 établissements OSE ont été bénéficiaires de ces financements. Elle est renouvelée évidemment en 2022 et elle le sera également en 2023, avec peut-être sur 2022 et 2023 une partie de modalités qui seront adaptées compte tenu de l'avancée des établissements par rapport à ces plans de remédiation. Et puis un deuxième volet qui va concerner l'ensemble des établissements et qui lui aussi a un financement qui se situe sur 2022 et 2023. Vous voyez 16 millions d'euros en 2022 et 10 en 2023.
et qui, là également, va venir en appui à la remédiation, notamment identifier aussi, alors vous voyez que le périmètre a changé, hein, on parle de tous les établissements en remédiation, identifiés aussi par les audits et par les résultats des mesures prioritaires, avec certainement la volonté d'appuyer les établissements sur la réalisation des exercices de crise pour qu'ils vraiment prennent l'habitude et s'organisent pour réaliser de façon concrète des exercices de crise annuellement. C'est d'ailleurs une des exigences que l'on retrouve parmi les mesures prioritaires. Voilà, alors deux dernières composantes qui concernent évidemment l'action entreprise, et je pense que Jean-Baptiste l'a bien cité dans sa présentation. Il s'agit d'agir également au niveau des éditeurs, hein, en ayant un niveau d'exigence qui permette de faire évoluer les solutions logicielles diffusées dans les établissements, avec l'ensemble de l'effort de sécurité qui est réalisé par l'écosystème, que ce soit au niveau des établissements, au niveau des médecins libéraux, au niveau également des ARS pour l'accompagnement. Et donc, au niveau des éditeurs, c'est le programme SONS, hein, qui permet de spécifier vis-à-vis des éditeurs des exigences en matière de sécurité reportées dans leur logiciel. Et avec un financement associé qui est un financement qui est fléché in fine vers les établissements, mais qui passe par les éditeurs pour pouvoir accompagner les développements nécessaires pour la mise à niveau de ces éditeurs sur leurs solutions. Voilà, deux vagues, vague 1, vague 2, qui sont déployées donc sur les années 2022-2023. Et qui accompagne donc du côté éditeur les efforts aussi demandés au niveau des établissements. Vous voyez que dans la démarche, et là aussi on reprend un peu la philosophie de la maison qui était présentée tout à l'heure, c'est qu'on essaie d'agir vraiment en parallèle sur l'ensemble de l'écosystème, ce qui n'est pas forcément très simple, mais qui a vocation quand même à avoir le plus d'effet, puisque lorsque l'on agit au niveau d'un établissement de santé pour améliorer son système, évidemment on dépend des éditeurs, on dépend des prestations, et les éditeurs eux-mêmes, par rapport à l'intégration, au déploiement dans un établissement de leurs solutions, ont des exigences de sécurité pour pouvoir être à un niveau satisfaisant. Donc vous voyez que tout cela se tient et on essaie d'agir sur l'ensemble des éléments en parallèle. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je ne sais pas, j'ai pas de questions maintenant. Non, comme on a pris un petit peu de retard, on va enchaîner les présentations. Voilà, merci en tout cas, je te passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Hérault. Et donc j'ai la joie d'accueillir Oriane Lemel, qui est référente régionale sur la sécurité des systèmes d'information, qui est notre sujet de ce matin, au groupement de coopération sanitaire e-santé en Pays de la Loire. Je vous laisse la parole, merci. Merci, bonjour à tous. Donc juste quelques secondes de présentation du GRAD GCS e-santé Pays de la Loire. Donc comme vous venez de le dire, on est un groupement de coopération sanitaire qui a pour objectif de favoriser la coopération entre le privé et le public, ainsi que la ville et l'hôpital, en mettant en commun les moyens autour des systèmes d'information. Et donc nous sommes le groupement régional d'appui au développement de la e-santé, qui a pour objectif de déployer la mise en œuvre de la stratégie régionale de e-santé, conformément à la feuille de route que Jean-Baptiste nous a présentée tout à l'heure. Et donc il y a une structure similaire dans chacune des régions françaises. Donc nous sommes au service de nos adhérents et missionnés par l'Agence régionale de santé et qui a pour objectif de financer les projets régionaux. On est une cinquantaine de collaborateurs au service de l'ensemble des acteurs de santé du territoire des Pays de la Loire pour informer, sensibiliser, cadrer, former et déployer des outils numériques. Au final, notre mission, c'est bien d'apporter une meilleure coordination, une fluidité dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Nous proposons également des accompagnements à l'appropriation de ces outils, mais également à l'amélioration de la sécurité numérique, notamment au travers d'une démarche régionale qui est portée par l'Agence régionale de santé. Donc nous avons la chance que notre Agence régionale de santé est engagée depuis plusieurs années sur les sujets de cybersécurité, notamment au travers de la mise en œuvre d'outils de sensibilisation et d'accompagnement en région qu'elle a confiés donc au GCS e-santé.
Notre directeur général de l'Agence régionale de santé est personnellement impliqué sur ces sujets de cybersécurité, et notamment après les incidents de Dax et Villefranche qu'a mentionné Charlotte Drapeau tout à l'heure, et puis l'intervention du président de la République en début d'année 2021. Le directeur général de l'Agence régionale de santé a souhaité s'adresser directement aux directeurs de structures et responsables médicaux de ces structures sanitaires et médico-sociales afin de leur partager les enjeux et les bonnes pratiques et les accompagnements qui seront proposés en région. Alors au sujet de ces accompagnements, ils sont assez divers comme vous pouvez le voir. Donc plusieurs axes autour de la formation, on a vu ô combien c'était important. Des axes autour des webinaires, la plus à destination d'équipes techniques. Des journées régionales pour, comme aujourd'hui, nous réunir et partager des retours d'expérience et les enjeux nationaux. Une base documentaire afin de réunir tous les documents nationaux existants et les productions régionales et d'avoir un seul et unique endroit où consulter ces documents et limiter les efforts de veille pour les acteurs sur les territoires. Une mission d'appui à la gestion des incidents, donc au travers du processus de signalement d'incidents qu'a présenté Patrice tout à l'heure, on a aussi une mission d'accompagnement en partenariat avec le CERT Santé. Une mission autour de la préparation à la crise cyber, donc pour décliner les exercices de crise que devront réaliser les établissements, de la veille technologique et réglementaire, et puis un nombre assez important d'outils de sensibilisation pour soutenir les structures dans la sensibilisation de leurs acteurs et professionnels de santé. Donc aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un retour d'expérience autour de la création d'un escape game sur la cybersécurité dédiée à la santé et notamment cette démarche de création. Donc cet outil se lançait dans un contexte un petit peu particulier et dans un contexte sous 4 axes, donc notamment autour du contexte sécuritaire avec le nombre et la sophistication des menaces qui ne cessent d'augmenter telles que nous l'ont présenté les précédents intervenants, à la fois de manière globale sur les systèmes numériques mais également sur le secteur santé sociale. Et puis les tentatives d'exploitation des vulnérabilités liées aux utilisateurs qui sont en constante augmentation. On note qu'entre 60 et 80% des incidents impliquent l'humain, donc soit en tant que cause, soit en tant que vecteur propageant un incident de sécurité. Notre second contexte, c'est l'incontournable nécessité de sensibilisation. Donc là, nos précédents intervenants n'ont cessé de les rappeler. On a de nombreuses recommandations à respecter dans le secteur de la santé, notamment donc, la politique de sécurité ministérielle, la politique générale de sécurité des SI de santé, l'instruction 309 que mentionnait Michel tout à l'heure, les règles d'hygiène de l'ANSSI qu'a présenté Charlotte, et puis le plan de renforcement cyber ajouté aux mesures prioritaires qui viennent d'être présentées. Et l'ensemble de ces recommandations présentées dénote que l'ensemble des agents doivent se voir expliquer et régulièrement rappeler les bonnes pratiques à mettre en œuvre et les règles à respecter en matière de sécurité numérique, ce qu'on appelle la cybervigilance, et donc accroître cette vigilance auprès des utilisateurs. Et puis un troisième constat au sujet des référents et des responsables de la sécurité DSI. On observe une forte hétérogénéité par rapport aux temps qui sont alloués à ces professionnels, par rapport aux missions qui leur sont confiées, au périmètre d'action. Donc on parle beaucoup de systèmes d'informatique, mais il faut aussi avoir en tête que tout ce qui porte du numérique peut être vecteur d'incidents et source de vulnérabilité dans une structure. Donc parfois on centre uniquement sur la DSI, mais il faut aussi penser au contrôle d'accès, aux équipements biomédicaux et autres qui peuvent porter ces actions-là. Et donc, les responsables de la sécurité des systèmes d'information n'ont pas forcément l'intégralité de ces périmètres dans le cadre de leur mission en fonction des différents établissements. On a aussi une hétérogénéité en termes de positionnement dans l'organisation. Est-ce que ce RSSI, il est positionné à la DSI? Est-ce qu'il est directement rattaché à la direction générale, à un pôle juridique ou bien à une direction qualité? On note que certains ont encore parfois du mal à se faire entendre, même si la médiatisation des différents incidents, malheureusement, peuvent les aider un petit peu. Et puis enfin, on est parti d'un dernier constat qui concerne la contrainte culturelle associée à la sécurité numérique, qui est quand même souvent vue comme une affaire de spécialistes, plutôt rébarbative, et vue comme traitant uniquement de problématiques techniques et technologiques, et puis finalement comme étant quelque chose de relativement contraignant pour les utilisateurs.
Donc on a voulu apporter un nouvel outil pour aller au-delà du diaporama en formation. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas dans cette posture à la fin de mon intervention. Mais l'idée, c'est de se dire que lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, ils ont tendance à l'oublier et que comment on commence à leur montrer, ils commencent à le retenir. Et le mieux, c'est encore de les impliquer afin qu'ils comprennent les messages qui sont passés. Et donc, en particulier sur des sujets qui sont peu évidents et souvent perçus comme contraignants, le jeu peut être un axe favorisant l'appropriation des messages. Donc, le fait d'insérer la gamification ou les jeux sérieux au service de la sensibilisation, ça nous a permis donc de dynamiser nos actions de sensibilisation et de mieux impliquer les différents apprenants en créant un escape game autour de la sécurité numérique. Donc, pourquoi ce choix comme outil d'apprentissage ? Puisqu'il revêt plusieurs atouts, donc notamment une implication des apprenants grâce à son aspect ludique et plutôt pragmatique, puisque les participants sont directement acteurs. Ça permet un meilleur maintien de l'attention. Je n'ai encore vu personne s'endormir pendant un escape game. Ça permet aussi un renforcement de l'esprit d'équipe. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de la coopération, de l'écoute et de la communication qui finalement sont quand même les atouts clés pour pouvoir réussir ce type de jeu, mais qui va être aussi un vecteur favorisant l'interaction entre les participants. Ça permet également une réflexion logique et faire appel à l'inventivité de chacun. Et enfin, ça permet aussi de valoriser les compétences de chacun, puisque chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en étant familier ou non avec les outils numériques. On pourra le voir un petit peu tout à l'heure. Donc, comment on en est venu à cette idée ? On a rencontré quelques établissements à l'occasion d'une formation qui nous ont quittés en nous disant « Ah, c'est sympa ce que vous faites, mais ce serait bien qu'on ait encore d'autres outils et des outils un peu innovants, ce serait sympa. Et notamment, peut-être qu'est-ce que vous pourriez penser à un escape game ?» Puis merci, au revoir, et puis à bientôt, et puis débrouillez-vous avec ça. Donc intéressant, mais du coup, on a quand même réuni plusieurs structures de notre région, donc des publics, des privés, lucratives, non lucratives. Et puis, on s'est associé à notre structure qualité et gestion des risques qui vient en appui des professionnels et des managers autour des sujets de la sécurité des soins, ainsi que l'Agence régionale de santé, avec différentes compétences autour de la sécurité numérique, de la qualité de la gestion des risques, de la protection des données personnelles et de la communication. Bon, pour vous dire qu'on n'était quand même pas très sûrs de nos billes, on a lancé notre groupe de travail un 3 juillet en se disant, bon, si ça ne fonctionne pas, ce pari, en septembre, tout le monde aura oublié, on partira sur autre chose et on retournera sur des bases un peu plus normales, entre guillemets, comme outil de sensibilisation. Et puis finalement, si je suis là, c'est que ça a fonctionné, bien sûr. Je souhaitais aussi faire un point sur pourquoi on a intégré notre structure régionale d'appui de la qualité et de la gestion des risques. Puisqu'on a noté quand même que la perception actuelle de la sécurité numérique, elle est quand même relativement similaire à celle que vivaient ces professionnels autour de leurs activités il y a quelques années, qui étaient vus comme les producteurs de paperasse, les empêcheurs de tourner en rond et qui n'avaient pas forcément de valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils ont quand même acquis une certaine reconnaissance pour les activités qu'ils portent, et notamment au travers de la certification HAS. Et on s'est dit que cette reconnaissance, elle pouvait bénéficier à la gestion des risques numériques si les professionnels font cause commune dans les établissements. Et puis de toute façon, l'une et l'autre poursuivent les mêmes objectifs de limiter les impacts sur la prise en charge des usagers, ainsi que sur leur vie privée, sur l'organisation des soins, sur les finances de la structure, sur le plan juridique et sur l'image de marque. En plus, notre structure régionale d'appui, qui s'appelle donc Calirel Santé, a un objectif fort, c'est de décloisonner les équipes et le travailler ensemble, ce qui allait quand même plutôt bien avec la mise en œuvre d'un escape game. Donc on avait un groupe de travail qui était relativement sympathique, mais qui avait quand même plusieurs contraintes à nous imposer, donc notamment d'avoir un outil innovant et original. Donc en 2018, l'escape game dans la formation professionnelle, c'était quand même assez nouveau. De pouvoir rendre les structures autonomes pour l'utilisation de l'outil, donc qu'elles ne soient pas dépendantes d'un prestataire, mais qu'elles puissent réaliser elles-mêmes leur session de jeu, que ce soit transportable et appropriable, donc on ait un encombrement minimum en termes d'outillage, et puis ne pas mobiliser les professionnels plus d'1 heure au total. Donc peut-être vous connaissez le principe des escape games, en général on a 60 minutes de jeu, donc là il a fallu retravailler le jeu pour pouvoir arriver à avoir 45 minutes de jeu en intégrant 5 minutes de briefing et 10 minutes de débriefing. Et enfin, puisqu'on était 13 joueurs, en démarrant un 3 juillet, on a souhaité pouvoir réaliser nos premiers tests en septembre pour pouvoir sortir l'outil à l'occasion du mois de la cybersécurité qui a lieu en octobre. Donc on a passé un bel été 2018.
Ceci étant, l'idée n'était pas de complètement réinventer la poudre. Donc on est quand même parti d'un outil existant qui était animé par un consultant chez Orange Cyberdéfense, mais qui était basé sur un outil qui avait 60 minutes de jeu, qui n'était pas vraiment contextualisé au secteur de la santé, mais qui avait un objectif intéressant qui était d'être basé sur l'exploitation des mauvaises pratiques de sécurité numérique. Donc l'idée là, c'est de se dire, finalement, on ne va pas demander aux professionnels d'être les bons petits soldats et de respecter parfaitement les règles, mais plutôt de les mettre dans la posture où c'est eux-mêmes qui vont exploiter les mauvaises pratiques qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Et donc, ils vont rapidement s'en rendre compte. Et donc, on a convenu un partenariat avec Orange Cyberdéfense pour pouvoir adapter l'outil à nos besoins et notamment qu'il ne soit plus animé par un consultant, mais que les professionnels soient autonomes pour sa réalisation. Donc on s'est fixé 3 grands objectifs. Le premier, donc réaliser un escape game qui propose des énigmes en lien avec les problématiques de sécurité DSI, évidemment, qui soit contextualisé à la santé pour une immersion plus forte des professionnels et qui ne nécessite aucune compétence particulière en matière de numérique ou de sécurité numérique, de telle sorte à ce que tous les professionnels d'un établissement puissent jouer le jeu. Ensuite, deuxième objectif, donc d'utiliser cet escape game comme un vecteur de sensibilisation qui sera intégré à un plan de sensibilisation global. L'idée ici, c'est pas de se dire que c'est une fin en soi. Une fois qu'on a fait l'escape game, on est nickel sur les aspects sécurité numérique, mais ça vient en complément des autres actions qui sont conduites dans l'établissement. Et enfin, de viser ce partenariat entre les équipes SI et qualité gestion des risques dans les structures, afin d'avoir des binômes ou des trinômes un peu plus forts. Donc, mission accomplie. En octobre 2018, on a pu lancer ce premier escape game qui ciblait à la fois la sensibilisation à la sécurité numérique et contextualisée à la santé. Le petit pitch, ce sont des participants qui doivent se mettre dans la peau de personnages imaginaires. Donc, 5 journalistes peu scrupuleux d'un magazine People qui cherchent à décrocher un scoop sur l'état de santé d'une célébrité qui s'appelle Johnny Jackson pour pouvoir sauver leur journal de la faillite. Donc on a noté dans des articles de presse qu'il y avait eu des incidents dans une structure qui s'appelle l'Institut médical des étoiles des Pays de la Loire et qui laisse penser que les bonnes pratiques de sécurité n'ont pas forcément été respectées dans la structure. Donc on missionne les journalistes pour enquêter et essayer de découvrir si Johnny Jackson a vraiment été pris en charge dans cette structure et de quelle pathologie il est atteint. Et donc, est-ce que ce sont les mauvaises pratiques en matière de sécurité numérique qui seront la clé d'accès à ces informations ? Le défi est à relever en 45 minutes. Donc, cet escape game de sensibilisation, on est parti du principe que ça pouvait intéresser également d'autres thématiques. Et puis, notre agence régionale de santé a finalement été très séduite par l'objet des escape games en termes de formation. Donc, on est parti sur la structuration d'une offre régionale d'escape game avec une appellation unique pour la région et à destination de l'ensemble des acteurs de santé de la région qui s'appelle donc Santescape. La sécurité numérique, donc Santescape Sécurité Numérique, est le premier escape game de cette offre. Depuis, il a été enrichi par d'autres escapes qui ont été créés dans la région autour de la gestion des risques, de la bientraitance en EHPAD, de la sécurité des soins, des événements indésirables évitables. Et il y en a d'autres qui sont en cours de construction et qui sont des offres professionnelles de formation. Donc, quelques exemples. Vous avez donc Où est Monsieur Bertrand, qui est là un outil en faveur de la promotion de la bientraitance en EHPAD. Et puis Meka Madame Michu, un outil en faveur de la culture de sécurité en EHPAD qui permettent de former les professionnels d'une manière un petit peu différente. Donc, revenons à Santescape Sécurité Numérique. Comment ça se passe ? Les joueurs reçoivent une lettre de mission en amont pour leur donner rendez-vous devant la salle. Et puis, il y a 5 minutes de briefing où on explique les règles traditionnelles d'un escape game et les règles spécifiques liées à l'escape game autour de la sécurité numérique. Ensuite, pendant 45 minutes, les joueurs sont enfermés dans une salle, donc 45 minutes maximum, l'idée étant de ressortir avec les informations de santé de Johnny Jackson. Et enfin, on a un arrêt du chrono, on fait une petite photo finish comme le veut la tradition si les participants le souhaitent, et puis on opère la session de débriefing qui est là, la session de sensibilisation où on va expliquer les conséquences des mauvaises pratiques et revenir sur chacune des étapes et mettre en regard les bonnes pratiques à appliquer et on voit directement ce que ça a pu empêcher dans le cadre du jeu et ensuite on remet des documents de sensibilisation pour que les joueurs puissent repartir avec quelque chose et s'en souvenir. Donc, en termes de mise en œuvre, l'Agence régionale de santé et le GCSI Santé, nous avons financé l'adaptation de l'outil et la création des scénarios et acquis une licence d'utilisation pour nos structures en région. On forme les animateurs à l'appropriation de l'outil et à son animation.
et on fournit un guide de déploiement ainsi qu'un kit de ressources. Et entre guillemets, le reste à charge pour les structures, c'est de mettre à disposition une salle de réunion avec un espace mitoyen où l'animateur peut opérer la session de jeu. Donc idéalement, s'il y a un système de visioconférence, c'est top. Sinon, on peut acheter une petite caméra qu'on place dans un angle, ou si vraiment on n'a pas de matériel, un PC portable retourné avec une webcam. L'idée, c'est juste de voir où se situent les joueurs dans la salle et de pouvoir les aiguiller si jamais ils étaient en difficulté. Donc il faut 4 postes de travail, donc qui sont de faible capacité, donc du matériel mis au rebut pour parfaitement être réutilisé, des clés USB et un point d'accès Wi-Fi. Donc évidemment invité, on ne va pas jouer sur le réseau local de la structure, ce serait contre-productif. On prévoit environ une journée de préparation des postes, qui est à faire une fois, et ensuite 1 à 2 personnes pour l'animation. Au départ, c'est plus facilitant d'être 2, et puis rapidement, on peut s'approprier l'outil et être seul à l'animation pour opérer la sensibilisation. Donc en termes de cas d'usage dans notre région, l'escape game est mis en œuvre à l'occasion de journées SSI, peut être mis en œuvre aussi en termes de journées d'encadrement ou de séminaires. Il est utilisé évidemment au cours du mois de la cybersécurité. Ça peut être aussi l'occasion de faire une session de team building en fonction de l'appétence des directions. Il peut être présenté comme un outil de team building qui va également sensibiliser à la sécurité numérique ou vraiment comme un outil de sensibilisation à la sécurité numérique. Ça dépend vraiment des appétences des directions. On a des structures qui le proposent de manière aléatoire le midi, donc sur inscription volontaire, les équipes viennent s'affronter entre elles, et pour peu qu'il y ait un manager qui trouve l'outil intéressant, il va l'imposer sur le temps de travail de ces structures par la suite. Et donc, voilà, avec le bouche à oreille et puis l'ensemble, ça génère une activité autour de l'outil. Il est également utilisé en termes de sensibilisation des nouveaux arrivants. On a des structures, donc partenariat, qualité, gestion des risques, qui l'utilisent lors de la semaine de la sécurité des patients au mois de novembre. On a également des structures qui l'ont inclus dans leur plan de formation. Donc régulièrement, des sessions sont organisées et les professionnels s'inscrivent pour participer à ce type de session. Pardon. Donc, ensuite, on forme donc, nos animateurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir des binômes, notamment pour pas que l'information se perde, mais aussi pour qu'ils soient plus forts ensemble et puis en termes de complémentarité, sécurité numérique, qualité, gestion des risques, ça donne des binômes intéressants. Donc, on présente la démarche de création de l'outil telle que je viens de le faire. On propose une session de jeu parce que c'est quand même vachement mieux de pouvoir le jouer et de savoir de quoi on parle. Et puis, on présente le guide de déploiement et les grandes étapes de mise en œuvre, tout ça sur une demi-journée. Donc là, vous avez quelques retours de participants donc qui sont plutôt positifs parce que je n'ai pas reçu de retours négatifs. J'aurais bien aimé vous les partager, mais on n'en a pas eu. L'idée, c'est vraiment d'accompagner au maximum. Je vais vous présenter les contenus qu'on remet. Et l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier au maximum de nos structures pour qu'elles aient un minimum de temps à passer sur la préparation et l'animation. Donc, par rapport aux équipements remis, donc on a pris des petites sacoches qu'on a logotées Santé Escape qui peuvent être réutilisées dans le cadre des autres escapes qui seront réalisées en région. Donc, il y a un petit cadenas qui est remis. Donc, il y a quand même une notion d'escape game, donc on a quand même mis un cadenas. Le guide de déploiement et d'animation. On remet aussi plusieurs fiches plastiques, donc notamment le logigramme, ce qui permet de suivre l'enchaînement des énigmes, et donc bêtement avec un Velleda, de suivre où en sont les participants, et ensuite d'effacer, de pouvoir réutiliser l'outil rapidement. Pareil, on a une petite fiche pour le pitch de démarrage, et puis expliquer les règles, et ensuite rentrer dans le jeu avec des petites postures d'animation qui permettent de faciliter la vie à l'animateur. Une fiche qui reprend des indices, donc au fur et à mesure des sessions, les structures nous ont fait remonter les étapes bloquantes qu'elles avaient identifiées. Et donc on a fait une liste des étapes qui sont considérées comme étant bloquantes. Et en regard, on a mis des indices type de niveau plus ou moins facile selon le type de participants qu'on peut avoir. L'idée, c'est de ne pas décourager une équipe qui n'arriverait pas à s'en sortir, mais non pas non plus de frustrer des gens qui seraient un petit peu challengers en leur donnant les réponses. Donc, en fonction de la typologie des équipes, il y a des indices différents qui sont proposés. Ça évite à l'animateur de chercher partout. Tout est prêt, il l'a sous la main.
Pour la fin du jeu, on a une petite fiche de réinitialisation, pareil, en forme checklist qui permet de tout cocher et puis d'effacer à la fin pour s'assurer que tout a bien été réalisé. On leur remet également une ardoise de résultats de challenge. Donc, vous voyez, ça a la forme d'une une de journal puisque ce sont des journalistes d'un magazine People pour afficher le temps à la fin. Des petites fiches de sensibilisation pour rappeler les règles de sécurité qui sont complètement décorrélées du jeu de telle sorte que si elles se perdent, ça ne dévoile rien du contenu du jeu. Des fiches de recueil de temps pour pouvoir suivre les différentes équipes. On produit des cartes postales autour de la sécurité numérique. On les propose également comme outil à remettre aux joueurs. Et puis, un panel de ressources numériques, donc notamment le guide de déploiement et d'animation, donc le synoptique qui se permet de suivre l'enchaînement des énigmes. Et puis aussi des outils de promotion et de communication. Donc l'Agence régionale de santé a rédigé un communiqué de presse pour quelque part officialiser la démarche et puis communiquer autour de l'outil, de telle sorte à ce que le RSSI n'arrive pas devant sa direction en mode j'ai eu un nouveau délire, on va faire un jeu, vous allez voir, c'est trop bien. Non, c'est un outil proposé par l'Agence régionale de santé dans le cadre d'une démarche régionale autour de la cybersécurité. On a créé une affiche de promotion et d'annonce que les établissements peuvent réutiliser et contextualiser avec leurs modalités d'inscription. On a rédigé aussi des petites brèves pour leur communication interne, on y reviendra tout à l'heure. Il y a différents comptes, le login et mot de passe à utiliser dans le cadre de l'outil, donc on les remet au travers d'un gestionnaire de mots de passe donc, qui s'appelle KeePass. Ça nous permet également du coup de former les animateurs à l'emploi d'un gestionnaire de mots de passe. Donc ça nous permet aussi de faire de la sensibilisation des animateurs au passage, ce qui est aussi intéressant. Et puis on remet tout un tas de documents. Donc je ne vous dévoile pas tous les documents parce que ça dévoilerait le contenu du jeu, mais on va jusqu'à proposer les fonds d'écran qui sont à poser sur les postes de travail. Donc il n'y a vraiment rien à chercher. Les 3/4 des ressources sont à glisser, déposer sur les postes, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de grandes compétences techniques, même pour préparer les postes. On a des directeurs de SIAD, donc de services de soins infirmiers à domicile, qui sont venus se former donc avec des profils infirmiers et qui ont pu préparer eux-mêmes leur poste de travail sans l'aide d'un expert du système d'information. Donc c'est tout à fait réalisable par une personne lambda qui n'aurait pas des compétences particulières. Donc on propose aussi des logos Institut médical des étoiles qui sont à apposer dans la salle pour le côté un petit peu immersif. Pour la partie briefing, vous avez le modèle de mail d'invitation qui est déjà tout préfet et il y a juste à l'envoyer avec le jour et l'heure auxquels sont attendus les participants. Il y a un petit logo West People qui peut être utilisé. Il y a des feuilles d'émargement, enfin de constitution des équipes qui peuvent faire feuilles d'émargement si les structures n'en ont pas sous la main. Et puis, pour la partie débriefing, évidemment, donc, là, on a créé un support de débriefing qui n'était pas prévu dans le cadre de la prestation d'Orange, mais qui permet d'aider l'animateur. Donc, ce n'est pas un outil qui est obligatoire, mais s'il a besoin d'aide et qu'il préfère se rassurer avec un support, il a le support qui revient sur les différentes mauvaises pratiques qui ont été exploitées. On leur remet des kits d'affiches de sensibilisation, un petit flyer autour du travail en équipe qui a été rédigé par notre structure d'appui à la qualité et la gestion des risques. On a une feuille de suivi des résultats. La petite ardoise, si jamais celle qu'on remet, elle s'abîme ou elle se perd, ils peuvent eux-mêmes la recréer, la réutiliser. Et un petit formulaire d'autorisation de droit à l'image. C'est bien d'y penser lorsqu'on fait des photos à la fin. Donc, tel que je vous le disais, on a notre petite affiche là, qui est prête à disposition de nos structures. Donc, en dessous, ils ont juste à ajouter leur modalité d'inscription. Il y a une petite brève avec juste en orange les modifications, la contextualisation qu'ils auront choisie pour la mise en œuvre et qui peut être utilisée dans un journal interne, dans un intranet ou une newsletter. Et puis, le modèle de mail d'invitation à la session qui est également prêt pour la mise en situation des participants. Et puis notre phase de débriefing sont évidemment le moment clé de la sensibilisation. Donc là, je vous l'ai mis en tout petit parce que je ne veux pas que vous ayez trop d'indices sur le contenu du jeu. Mais donc en haut, on revient sur les mauvaises pratiques qui ont été exploitées. À droite, vous avez nos affiches de sensibilisation qui sont en lien avec ce qui vient d'être éprouvé dans le cadre du jeu. Et en dessous, les bonnes pratiques à mettre en place. Et donc, il y a 5 thématiques comme ça qui sont abordées dans le cadre du jeu. Ça permet de soutenir les animateurs. Et puis,
puis de pouvoir revenir sur les grandes étapes du jeu si jamais les joueurs n'ont pas vu l'ensemble des énigmes. C'est parfois un peu frustrant de ne pas savoir comment on est arrivé à la récupération des informations. L'idée à ce moment-là, c'est aussi de faire des liens avec la vie personnelle qui intéresse beaucoup les participants et qui du coup font eux-mêmes le lien avec le cadre professionnel et qui sont plus à l'écoute aussi des messages qu'on cherche à faire passer. Et effectivement, on remet un flyer de bonne pratique à la fin qui est complètement décorrélé du jeu, avec évidemment pour consigne, la dernière mission, c'est de ne pas dévoiler le contenu du jeu. Finalement, ça marche plutôt bien. Il y a un esprit de compétition qui se met en place dans les structures. Et finalement, comme les équipes, elles veulent s'affronter et qu'elles ne veulent pas que l'autre équipe fasse un meilleur temps, ils ne donnent pas trop d'informations sur le contenu du jeu. Donc, on s'en sort plutôt bien sur ce sujet-là. Autour du travail en équipe, on a une structure d'appui à la qualité gestion des risques qui est aussi basée sur des outils un petit peu humoristiques et donc qui a produit des bandes dessinées pour questionner le fonctionnement en équipe et de pouvoir dégager des pistes d'amélioration. Et l'idée, c'est il y a deux grands posters tels que celui qui est à droite qui met en évidence des situations défaillantes et leur pendant idéal. Donc en bas, là, je vous ai fait un petit zoom sur la situation défaillante, sur être solidaire et s'entraider. Et puis à droite, son pendant idéal. Et donc, ces 13 situations sont également décrites dans des petites cartes postales uniques. Donc, évidemment, on n'a pas le temps d'aborder les 13 situations. Mais si on a des équipes de soins qui dysfonctionnent, ça peut être aussi l'occasion de débriefer sur ces sujets-là, en plus de la sécurité numérique. Donc, si je fais un petit retour sur nos sessions, donc à date, on est à presque 800 participants très divers, donc du personnel SI, des directeurs, des infirmiers, des personnels d'EHPAD, des qualiticiens gestionnaires de risques. On a aussi des personnels de restauration qui ont participé à une session de jeu. Donc là, vous avez un exemple d'animateurs qui ont été formés. Là, on avait pu faire une session à l'Agence du numérique en santé avec l'équipe cyber du CERT Santé et puis les FSSI. Notre directeur général d'ARS nous soutient fortement et donc a souhaité que son comité de direction puisse bénéficier d'une session de jeu pour voir de quoi il était question. Et puis nous-mêmes, on l'utilise pour former nos collaborateurs en interne. Alors, on a reçu le prix de la sécurité des talents de la e-santé 2020, donc, qui avait été proposé par la délégation du numérique en santé, afin de mettre en lumière un petit peu les outils innovants qui étaient en droite lignée avec Ma Santé 2022 et la mise en e-santé qui ont été proposées tout à l'heure. Et donc, Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, nous avait remis ce prix pour notre escape game de sensibilisation. Et puis, vous l'aurez compris, notre ADN, c'est vraiment le partage, la mutualisation. Et donc, on a souhaité poursuivre ça. Donc, l'outil repose sur un socle technique qui a été bâti par Orange Cyberdéfense et donc qui lui appartient. Et donc, nous avons souscrit une licence d'utilisation pour nos structures en région Pays de la Loire. Ceci étant, on a souhaité signer un protocole d'accord avec Orange Cyberdéfense de telle sorte à ce que toutes les créations qu'on a mis en œuvre dans le cadre, donc la contextualisation, on a vraiment mis ça de telle sorte à ce que ce soit le plus immersif possible pour nos structures et que ça puisse être réutilisé au sein de la communauté santé sociale au-delà des Pays de la Loire. Et donc, on a permis à ce que seule la licence d'utilisation soit à payer pour les autres régions qui voudraient utiliser notre outil. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien puisqu'il est déployé en Île-de-France, à La Réunion, en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA. Et puis, on a d'autres collègues qui commencent à s'intéresser également à l'outil. Et donc, il permet de se diffuser un petit peu partout et faire des petits frères. Voilà, et je crois que j'ai même rattrapé le temps. Merci beaucoup. Alors, on a une pause. Je voudrais juste m'assurer qu'il y ait des questions dans la salle pour les intervenants de cette première partie de matinée. Les micros qui sont à disposition si certains souhaitent poser des questions. Bon, ben je pense que... Oui. Moi, bravo. De toute façon, moi, je suis fan de ce que fait Oriane, donc c'est pas nouveau. Comment est-ce qu'une université pourrait intégrer ce jeu
cet escape game dans un cursus? Est-ce que tu y as pensé? Je te remercie Jean-François pour cette merveilleuse question. Oui, j'y ai pensé puisque je donne moi-même des cours dans une école d'ingé. C'est un petit peu complexe à mettre en place quand on est enseignant vacataire sur quelques heures, mais je pense que dans un process un peu plus industrialisé, c'est tout à fait faisable puisqu'on a des IFSI qui s'intéressent au sujet et qui veulent le mettre en place dans leur formation des infirmières et des aides-soignantes. Donc je pense que c'est tout à fait faisable. La seule problématique, c'est celle logistique. En fait, c'est d'avoir les deux salles et puis d'avoir quelqu'un qui peut mettre le matériel en place. Donc je pense qu'il vaut mieux grouper les sessions sur quelques jours. Logistiquement, c'est plus simple. Mais c'est tout à fait réalisable. Et puis en plus, je pense que les étudiants sont très fans de ce type d'outils de formation. Oui, bonjour, David Blondeau, je suis RSSI à la Croix-Rouge française. On a à peu près plus de 500 établissements de santé en France et outre-mer. Un thème qui n'a pas été très abordé dans cette conférence, c'est les ressources humaines en termes de profil de cybersécurité disponibles en secteur santé, en compétition avec tous les autres secteurs. Comment on peut articuler des voies d'accès vers le secteur santé qui soient de bonne promotion pour les étudiants éventuellement qui sont ici, et puis ce que font les institutionnels à ce sujet. Oui, donc je ne sais pas si un des intervenants veut intervenir là-dessus, mais ce sera un thème qui sera abordé lors de la table ronde qui suit en deuxième partie. Oui, merci pour la question. Alors ça va même au-delà de ça. Hein. Pour le ministère, c'est vraiment vu comme un des plus grands enjeux à terme. La vitesse à laquelle le secteur numérique évolue, la vitesse à laquelle la cyber évolue, la vitesse à laquelle les technos, les budgets évoluent font que poursuivre, ça devient vraiment très difficile. Et l'aspect compétences-ressources va vraiment, sur les 5 ou 10 ans qui viennent, devenir un élément totalement clé dans notre secteur. Il n'y aura pas un bon niveau de SSI dans la santé si on n'arrive pas à rester dans le rythme de tout ce qui se passe dans le secteur. Et ça passe par différentes actions qui sont plutôt portées par la DGOS et qui sont des actions de fond sur de la revalorisation, la façon de pouvoir offrir des salaires plus intéressants à cette fonction dans le secteur, de pouvoir le comparer à d'autres secteurs et donc d'avoir un peu plus de souplesse sur ces grilles. Ça, c'est un premier point. La formation, le positionnement dans les structures, il y a différents axes. Alors, ce n'est pas tellement une partie qui est gérée par les équipes, donc je n'ai pas trop d'éléments à donner là-dessus, mais c'est pris en compte, c'est suivi 2 ou 3 fois par an dans un comité de direction présenté aux autorités ministérielles sur l'action qui est mise sur cet aspect RH, donc piloté par la DGOS. Ça fait vraiment l'objet d'un suivi, d'un reporting à haut niveau, et parce que c'est un des plus grands challenges qu'on ait aujourd'hui. C'est vrai dans beaucoup de secteurs, c'est particulièrement vrai dans le nôtre, c'est difficile de motiver des personnes qui peuvent aller gagner pratiquement le double dans le privé en faisant à peu près la même chose. Alors peut-être avec moins d'intérêt parce que RSSI dans un hôpital aujourd'hui c'est quand même un job très ouvert, très intéressant qui met en relation avec tous les métiers. C'est stressant parce qu'on défend des infrastructures qui sont souvent un peu obsolètes et donc un risque assez important. Mais l'intérêt, l'attractivité du métier, ça ne suffit pas, il faut rajouter d'autres choses. Voilà, il y a des actions vraiment de fond qui ont été identifiées là-dessus. Merci. Y a-t-il encore des questions ? Bon, dans ces conditions, je propose qu'on passe à la pause. Donc, comme on a un petit peu décalé pour que vous ayez un petit minimum de temps, on se retrouve à 11h05 pour reprendre. Merci.